Salut à tous et bienvenue pour ce rendez-vous exceptionnel, cette dernière mock draft du site Touchdown Actu pour la dernière ligne droite qui nous amène jusqu'à la draft NFL 2024. Nous y sommes, messieurs, dames, 30 heures, parce que désormais on peut parler en heures. Certains diront qu'on peut même parler en dodo. Désormais, avant la draft, 30 heures donc avant cet événement prévu dans la nuit de jeudi à vendredi à partir de 2 heures du matin. On vous rappelle, hein, si vous n'étiez pas avec nous hier lors du live Twitch, qu'on fera une prise d'antenne sur les antennes de Twitch à partir de 1h30 du matin, donc pour introniser un petit peu tout ça, rappeler les différents enjeux et vous présenter en détail cette soirée qui s'annonce ô combien palpitante. Cette mock draft, elle le sera tout autant. On rappelle, donc dernière mock draft du site qui sera réalisée avec échange, hein, les circonstances faisant que on se doute qu'il va y avoir du mouvement et donc on se met un peu dans cette situation nous-mêmes et on va en profiter donc pour vous saluer dans quelques secondes. Mais avant ça, j'en profite pour saluer celui qui était déjà en ma compagnie hier donc sur le live Twitch pour la question aux experts. Et on vous remercie encore d'avoir été avec nous, Nitinia Simong et des nôtres de nouveau. Salut Niti. Salut Greg et bonjour tout le monde. Et je le précise, ce n'est pas une soirée spéciale NFC Nord, en effet, puisque vous l'avez vu, la formidable casquette de Niti aux couleurs des Detroit Lions. Il est de retour, hein, celui qui cache un peu son jeu. Un peu plus de 24 heures de la draft en disant non, ça va, je chill en t-shirt, je suis pépouze. Mais on sait très bien que de toute façon, il va sortir l'artillerie lourde demain soir. En tout cas, tu es très attendu, sache-le, hein, je pense que tu t'en doutes. Et Jean-Michel Boujard est avec nous. Salut Jean-Mi. Bonjour Greg, Mitty, Camille, bonjour tout le monde. Allez, on y est, c'est demain. Yes, I. Eh ouais, joli t-shirt là. Tout à fait. On va le dire tout de suite, on va mettre les pieds dans le plat. C'est une équipe en plus que tu vas représenter ce soir, donc tu es clairement dans la thématique. Puisqu'on rappelle, on se dispatche souvent différentes équipes. Alors là, vu qu'on était un nombre pas forcément égal en fonction des équipes qui sélectionnaient, je crois qu'il y en a 12 pour Jean-Mi, 12 pour Niti, 11 pour moi. Mais donc voilà, Jean-Mi se chargera en effet des Vikings, donc il assume ce rôle euh, totalement. Voilà. Alors on nous a envoyé des mails pour nous demander, parce que j'insiste sur la tenue de Jean-Mi, je précise, non, Camille n'était pas en slip hier soir, hein. Il n'a pas répondu à cette question d'Alain, mais on se doute voilà, qu'il était également en tenue de soirée exigée. Camille Sarabène est donc des notes à la technique. Salut Camille. Salut à tous. Salut. Voilà. Qui pourra mettre une petite calotte à Nitti. Je crois que c'est Nitti qui a le choix des Seahawks, si ça se passe pas bien. Ouais, 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 Donc, ouais, c'est donc ça, voilà, c'est petite ça. pression comme NFC d'habitude. Nord, hein, NFC Nord, NFC Ouest, ouais, Voilà, c'est ça. normal, ouais, ouais. Multicasquette, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est Donc ça. on va remercier en tout cas d'être des nôtres. Je vois qu'on est déjà 215 sur le chat, encore plus qu'hier soir. Donc voilà, merci infiniment d'être avec nous. J'en profite d'ailleurs pour remercier Miton 1973 qui a pris son 10e mois d'abonnement en s'abonnant avec Prime. Donc merci beaucoup à lui pour cette fidélité. On a également Nolive 9, pardon, un fidèle qui était également des nôtres hier, qui prend son 9e mois d'abonnement. Donc merci beaucoup à lui, qui nous dit salut à tous. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai d'autres abonnements? Non, mais en tout cas, j'ai pas mal de monde. Bill Zversky également pour les habituels. Guigui Twig, Guillaume qui est des nôtres. Vox Xi, si je ne me trompe pas, qui attend avec impatience le choix des Raiders. Très moche également, infidèle. Donc voilà. Merci infiniment en tout cas d'être là. Je vais essayer d'être très attentif comme d'habitude au chat en cette soirée exceptionnelle. Je remercie également Kim Ridgien qui a pris son abonnement également à la chaîne, donc merci infiniment à lui. Et donc messieurs, je le disais, on va rappeler encore une fois les enseignements principaux. Donc chacun va faire son choix à tour de rôle pour l'équipe qui le représente. À tout moment, il peut donc y avoir un échange et ça a été fait en amont de cette soirée pour des raisons un petit peu organisationnelles. Il va y avoir du mouvement, je préfère vous le dire, en anticipation encore une fois de la soirée de demain. Et donc à tout moment, on peut entendre la fameuse sonnerie si tu l'as Camille. On nous annonçait donc un échange a eu lieu et donc voilà, on développera ça. On analysera un petit peu les contreparties. On va pas trop rentrer dans le détail non plus. On s'intéressera peut-être plus au tour par exemple qui est mis dans la balance. Mais vous inquiétez pas, on a fait ça avec un tableau propre pour que ce soit le plus équitable possible entre le cédant et celui qui récupère les choix. Merci beaucoup à Marie1212 également pour son 22e mois d'abonnement à la chaîne, son 10e mois consécutif. Merci infiniment Marie. Et donc, on va démarrer dès à présent, messieurs, les hostilités avec donc le choix des Chicago Bears et c'est Nitinia qui va s'en charger. C'est un suspense haletant. Alors,
On rappelle que les Bears, Nitti, ont deux choix dans ce premier tour. Le deuxième Mhm. sera un peu plus indécis. Qui as-tu choisi de sélectionner pour ce premier choix de Chicago? Bon, on va pas faire durer le suspense trop longtemps, hein. Je pense que certains suivent les rumeurs, certains suivent évidemment aussi l'actualité sur Touchdown Actu, mais aussi de la NFL en général. Pas de surprise, Caleb Williams, quarterback de USC, et mon choix donc pour les Chicago Bears. Après notamment une intersaison qui a vu Justin Fields partir du côté des Pittsburgh Steelers. Donc je pense que c'est un consensus pour beaucoup de rapports, mais aussi pour beaucoup d'insiders qui sont dans les installations de la NFL. Donc voilà, pas de surprise. Je pense que c'est son nom qu'on entendra demain soir à quasiment 2 heures du matin. Oui, tout à fait. On annonce que c'est quasiment signé à l'heure où on se parle. Après, c'est sûr que voilà, on fera toujours forcément durer un petit peu le suspense. Jean-Mi, on développera demain, mais je pense que ça ne t'étonne pas, pardon, cette première sélection de Caleb Williams. Donc, on va pouvoir enchaîner dès à présent sur ce deuxième choix, et ça tombe bien, puisque c'est toi qui vas réaliser la sélection des Washington Commanders. Un peu plus de suspense que pour le choix de Chicago avec Caleb Williams. Qui as-tu choisi pour la franchise de la capitale fédérale? Ouais, effectivement, il y a plus de suspense, hein. Franchement, ça fait 1 an qu'on dirait que c'est gravé dans le marbre. Tu as Caleb Williams, tu as Drake May, mais bon, entre-temps, il y a eu les saisons 2023. Tu as Jaden Daniels qui a remporté le Heisman. Tu as J.J. McCarthy qui a remporté le titre. Donc, du coup, ouais, effectivement, c'est quand même assez indécis, moi, je trouve. Après, a priori, ça devrait être Jaden Daniels de LSU. Donc, c'est mon choix pour ce soir. Parce qu'il a fait une saison fantastique, parce qu'il a un très bon bras, parce qu'il sait courir, parce que le coordinateur offensif, Kingsbury, pardon, ça a l'air de correspondre à peu près à son système. Mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais je dirais qu'a priori, Jaden Daniels, le quarterback de LSU pour Washington. Oui, pas très surprenant, Niti. Je pense qu'on était à peu près. Je sais plus si tu avais donné ton top 5 hier, mais je pense qu'on était pas loin de Je l'ai cette donné, possibilité j'ai d'aller dit dans deux. aussi Jaden Daniels en numéro 2. Donc voilà, je regardais rapidement sur le chat, ça n'a pas l'air d'être très surpris également. On a hâte que tu nous parles de DJ McCarthy, apparemment, Jean-Mi. C'est devenu ton nouveau gimmick, visiblement. Non, mais c'est pas mon fils, hein, je vous le dis, moi. Ah, mais oui, oui, voilà. Enfin, il y a des gens qui l'aiment pas, ben, ils l'aiment C'est pas, hein, toujours je m'en fiche, important de moi. contextualiser, c'est toujours important Oui, de rappeler les voilà. qualités et les défauts des joueurs. Et voilà, c'est. Des Mais on va fois, en parler, pas de problème. voilà, des fois, ça nous fait plonger un peu aux yeux de certains dans une certaine caricature, ce qui est un peu dommage. Je rappelle également, certains ne le voient peut-être pas, peut-être qu'ils n'ont pas la fenêtre de Twitch ouverte. Et je rappelle que vous avez bien entendu la fiche qui vous est présentée, affichée donc sur le live vidéo par Camille, avec justement les qualités, les défauts de chaque prospect si vous ne les connaissez pas. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là. Je rappelle également que c'est diffusé en direct sur Twitch, mais qu'il y aura bien entendu le replay également vidéo et audio que vous pourrez retrouver dès demain sur les différentes plateformes et notamment sur le site TDA. Cette transition étant faite, donc Jaden Daniels sélectionné en numéro 2 par les Washington Commanders. Jean-Mi, je te rends la parole puisque c'est toi de nouveau qui vas sélectionner pour les New England Patriots. Est-ce qu'on part sur un quarterback ou sur une autre position? Pour moi, c'est quarterback ou alors c'est vraiment un échange pour descendre. Voilà, il y a vraiment deux possibilités parce que sinon, ils ont vraiment besoin d'un quarterback. Donc, du coup, moi, j'y suis allé avec un quarterback et j'y suis allé sur le consensus. Voilà, apparemment, Drake May serait le quarterback numéro 3 de cette draft. Donc j'y vais avec Drake May pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Oui, ça fait sens. C'est vrai. Moi, je suis persuadé, absolument. J'ai un feeling comme quoi Alex Van Pelt, le coordinateur offensif, doit kiffer JJ McCarthy. Mais en effet, si on parle d'un point de vue intrinsèque, je pense que Nitti est d'accord avec moi aussi. Ce sera a priori Drake May en 3 du côté des Pats. Ça devrait être le cas. Après, on n'est jamais à l'abri, effectivement, d'une petite surprise. Notamment, on était habitué ces derniers temps avec les Patriots d'avoir quelques petites surprises au premier tour, hein. Voilà, quelques sélections un peu parfois très, très, très douteuses d'une année à une autre. Mais là, il y a un nouveau régime, il y a une nouvelle direction à prendre et je pense que Drake May est le quarterback adéquat pour ressusciter cette franchise. Moi, je pense que ça Très serait une bien, erreur, mais bon, après. Bon, ça, on le développera probablement demain, tout à fait. mais je pense que pour moi, il en a les capacités. Après, effectivement, comme DJ McCarthy, certains l'aiment, certains ne l'aiment pas. Effectivement, il a montré quelques défauts qu'on a vus effectivement dans la saison 2023.
Donc, pareil, c'est un quarterback qui peut diviser, mais moi, je suis plutôt plus Drake May que JJ McCarthy. C'est Ça reste mon avis ça va être perso. quelque chose d'assez Ouais. intéressant parce que, a priori, malgré tout, Washington a besoin d'un quarterback, donc on se doute que ça prendra cette direction. Le troisième choix va être très très intriguant. Je pense qu'on peut Mm. vite rentrer dans le dur dès le choix des Patriots, s'ils le gardent ou s'ils le cèdent en l'occurrence, puisque ça, c'est aussi dans les rumeurs, il faut aussi en tenir compte pour Mm. le coup. À l'heure actuelle, on passe au quatrième choix, messieurs. Les Arizona Cardinals sont sur l'horloge. Et c'est moi qui vais faire cette sélection. Alors je le dis, il y a eu des coups de fil passés à Arizona et des coups de fil qui sont restés sans suite. C'est pas du côté de la grosse pomme qu'on a passé un coup de fil, je crois. J'ai un doute. Je crois qu'on a essayé de court-circuiter une équipe en 5, je vais pas trop en dire. En tout cas, en numéro 4, les Arizona Cardinals sélectionnent forcément. Alors forcément, apparemment, c'est un peu plus divisé aux yeux des scouts de ce qu'on en entend ici et là. Mais en tout cas, Marvin Harrison Jr., receveur d'Ohio State, hein, pour renforcer cette classe de receveurs, cette salle de receveurs qui a quand même triste mine aujourd'hui du côté d'Arizona, hein, parce qu'a priori, les trois titulaires à l'heure actuelle sont quand même Michael Wilson, Chris Moore et Greg Dortch. Vends-moi du rêve. Donc je pense qu'a priori, il y a quand même de fortes chances que dès le premier tour, on aille chercher un des top receveurs de cette classe. Donc forcément. Pour moi, c'est le meilleur joueur intrinsèquement et je pense que voilà, c'est pas infamant de le voir dans le top 5, n'est-ce pas, Jean-Mi? Non, non, bien sûr, il a vraiment un très gros potentiel. Ça fait 2 ans qu'il prouve. Après, pourquoi il y a une discussion? C'est parce qu'il y a notre receveur, Malik Nabers, qui est plus explosif, notamment quand il a le ballon en main. Donc, du coup, ça, c'est vachement bien. On le voit tous les dimanches à NFL. Tu gagnes beaucoup de yards après réception. Et ça, Malik Nabers, il le fait quand même mieux que Marvin Harrison, faut dire ce qui est. Mais après, Marvin Harrison, je pense qu'à minima, ça peut être un CeeDee Lamb. Si tu as CeeDee Lamb dans ton équipe en receveur numéro un, ben, c'est déjà bien. Donc, à minima. Et après, il peut être peut-être même encore meilleur que ça. Donc, oui, ça serait un bon choix. Il y a une petite discussion, mais quand même, ça serait une surprise que ce soit pas Marvin Harrison. Tout à fait. J'en profite. Alors, a priori, c'était assez d'accord. Je vois Jojo sur le chat qui dit un meilleur joueur disponible et besoin en plus pour Arizona. Donc, avec le quatrième choix, c'est assez logique. J'ai également vu passer un no-brainer sur ce choix-là. Je crois que c'était Colonel Pablono. J'en profite également pour saluer Victor Roulier, hein, qui fait quelques passages de temps en temps sur le chat. Donc, bonjour, bonsoir en l'occurrence à lui. On passe au numéro 5 et attention, j'entends d'ores et déjà la première sonnerie dans mon oreillette. Les Los Angeles Chargers que je représentais avaient le cinquième choix et étaient donc sur l'horloge et ils ont reçu un coup de fil d'une personne que vous voyez normalement en bas de votre écran avec le maillot qu'il a d'ailleurs sur les épaules. Les Minnesota Vikings montent dans la hiérarchie. Jean-Mi, c'est un peu dans les tuyaux. C'est pas tant une surprise que ça. 11e choix, 23e choix, plus un premier tour de la draft 2025, hein, pour être sûr de mettre la main sur cette sélection du top 5. Pour sélectionner qui, Jean-Michel? Ah, ben, un quarterback. Et donc, forcément, il en reste un. Là, c'est DJ McCarthy. Forcément. Voilà, je sais bien que certains vont pas aimer ce choix, mais moi, ça, pour moi, ça ferait beaucoup de sens. Déjà parce qu'il faut un quarterback. Je veux bien Sam Darnold. Allez, tu peux commencer la saison si tu veux, mais pas plus que ça. On l'a bien vu. Hein, ça donne pas plus que ça, Sam Darnold. JJ McCarthy, ben écoutez, ouais, certains me disent, ouais, l'attaque, elle court, elle passait beaucoup au sol. Oui, on n'a pas un petit échantillon. Mais bon, l'échantillon qu'on a vu, c'est que techniquement, il est très propre. Voilà. Au niveau de sa mécanique de lancer, c'est le jour et la nuit avec Drake May. Au niveau de son jeu de pied, c'est le jour et la nuit avec Drake May. Prise de décision, intelligence de jeu. Alors, il n'est pas parfait, mais il a que 21 ans. Avec un entraîneur comme Kevin O'Connell, qui est un ancien quarterback lui-même, et pour l'avenir, tu as vraiment ton quarterback. Et c'est ce qu'il leur faut. De toute façon, Minnesota, s'ils ont récupéré le premier tour de Houston, c'est pas pour prendre 2 joueurs. Donc, c'est forcément pour les faire un package et puis grimper et prendre un quarterback. Alors, peut-être que ce sera pas McCarthy, peut-être que ce sera un autre, ok. Mais là, de toute façon, les 3 autres sont partis, donc il reste McCarthy. Et pour moi, ça serait le meilleur des choix possibles. Donc, J.J. McCarthy. Très bien. Nitti, on est d'accord, pas grosse cote non plus de voir McCarthy sélectionné dans le top 5 par les Vikings avec les choix qu'a évoqué Jean-Mi. Bah, honnêtement, hein, je pense que peut-être Jean-Michel va dire le même discours demain. Donc, je pense que JJ McCarthy va être un choix du top 5. Ça m'étonnerait pas qu'il soit pris dans le top 4 aussi. Parce que voilà, comme l'a dit Jean-Michel, il a un gros potentiel également. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, moi en tout cas, je serais déçu si Minnesota ne monte pas. Ça veut dire qu'on a fait un échange avec les Texans pour juste 2 joueurs de plus.
pas un quarterback, ce serait vraiment étonnant. Ouais, je regardais un petit peu Nolive 9 qui nous dit, je suis assez d'accord sur l'intelligence de jeu, je pense vraiment qu'il est au-dessus de la moyenne. Donc c'est sûr qu'encore une fois, voilà. De toute façon, en effet, il y a toujours ce petit fantasme qui s'appuie pas forcément toujours sur quelque chose de rationnel, mais aussi beaucoup sur la marge de progression. Et encore une fois, les acquis qu'on a vus, hein, le côté encore une fois décisif malgré tout de J.J. McCarthy, la capacité qu'il a eu à garder ses nerfs, on dirait en toutes circonstances, dans l'optique du titre national gagné par Michigan. Et c'est vrai que ça, on ne peut pas lui incomber. Donc voilà, le voir dans le top 5 sélectionné par Minnesota, pourquoi pas, ce sera en effet tout sauf une surprise. Je vois que ça commence à changer un petit peu sur le fait que Chop Robinson soit sélectionné par Atlanta. Apparemment, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mes déclarations d'hier soir sur mon choix un peu étrange que pourrait faire Atlanta en 8. On passe au choix numéro 6, messieurs. Je rends la parole à Nitti qui représente fièrement les New York Giants. Et oui, bien entendu, comme hier soir, il y a le t-shirt, c'est important. Nitti, Effectivement. on s'est fait shipper un quarterback sous le nez du côté de New York. Est-ce qu'on choisit quand même d'aller vers un quarterback ou est-ce qu'on prend une autre direction? Bah, si les 4 quarterbacks, on va dire, dans la hiérarchie sont partis, les Giants peuvent rester là et drafter leur futur playmaker au poste de receveur. Jean-Michel l'a décrit il y a quelques minutes quand on a parlé de Marvin Harrison Jr. C'est Malik Nabers, donc le receveur de LSU, qui est un profil que ne possèdent pas les Giants aujourd'hui, un profil vif qui a cette capacité en yards après réception et qui s'est amélioré notamment au niveau du contrôle du corps. Donc honnêtement, Malik Nabers, playmaker, en plus il vient de LSU comme un certain Odell Beckham Jr. Donc l'histoire peut se répéter. Voilà. Jean-Michel, pas une énorme surprise. Ça revient sur beaucoup de mocks depuis maintenant plusieurs mois, la possibilité de voir Malik Neighbors sélectionné par les Giants. Un peu comme Arizona, les circonstances font qu'avec les quarterbacks qui sortent, c'est pas incompatible de voir les Giants se replier, on dira, sur un receveur. Oui, c'est ça. Et on le voit tellement depuis tellement longtemps que forcément, ça va pas arriver. Voilà, à mon avis. Hein, et par exemple, Ça tu pourrait être vois, le cas, ouais. ouais, Ouais. ben, vu qu'il n'y a plus de Ouais. quarterback de toute façon, et puis il peut avoir un rush sur les tackles offensifs, moi, je verrais bien les Giants un candidat au trade down. Et alors, pas sortir Hmm. du premier tour, bien sûr, mais glisser un petit peu, récupérer en plus des munitions, parce que de toute façon, la cuvée de receveurs, elle est très, très riche. Donc, si tu récupères ne serait-ce qu'un deuxième tour, tu peux également te renforcer au poste de receveur ensuite, un peu plus tard. Et donc, descendre, c'est une des possibilités. Vous inquiétez pas, on a fait plein d'échanges, on va bien s'amuser, ça va arriver les échanges. Celui-là, on l'a pas fait parce que Malik Nabers, comme tu l'as dit, Niti, ça fait beaucoup de sens, c'est un très très bon receveur. Mais moi, je vois bien aussi les Giants, un candidat pour descendre un petit peu avec une équipe qui veut monter, prendre le premier tackle offensif. On verra Tout à fait. demain. Je Juste serais une pas, réaction. ouais, Vas-y, pardon, Valentin. je serais pas surpris effectivement qu'on trade down. Et c'est limite si les 4 quarterbacks sont là, c'est limite mon souhait. C'est limite accumuler le plus de choix possible parce que faut savoir que les Giants n'ont que 6 choix Hmm. dans cette draft, c'est peu. Donc si on veut faire une reconstruction, on va dire profonde, il faut cumuler des choix. Voilà. Je regardais rapidement sur le chat Bill Bevader, pardon, je vais y arriver, qui nous disait un bon receveur, c'est mieux qu'un quarterback moyen. En soi, c'est une logique qui se respecte. Bill Zversky, très rapidement, qui nous demandait, Nitti, est-ce que l'option tackle a été considérée pour les Giants ou pas du tout? Pas tellement parce que on a beaucoup investi sur le post tackle à la free agency. Hein. Faut pas oublier qu'on a pris Runyan et Lumeanor. Je crois que j'ai pas écorché son nom, j'espère. C'est ça. Mais on a aussi de la profondeur. Il y a des joueurs qui ne sont pas partis. Donc je pense qu'un poste de tackle ça peut attendre les tours suivants à mon avis. Mais là il faut vraiment prendre un joueur playmaker. C'est la philosophie je pense de Joe Shane. C'est aussi la mienne. Tout à fait. Et j'en profite également pour terminer là-dessus. Guillaume qui nous disait pourquoi tu n'as pas fait le choix de descendre Nitti, il faut aussi qu'il y ait des propositions. Et de mémoire, il me Ouais. semble que ce n'était pas forcément le cas Ah non, là j'en ai pas eu. lorsqu'on a fait la Hmm. mock. On a été un peu ingrat avec Nitti, on va le dire. On Non. va révéler les coulisses. Il a tout tenté, le bougre. Il n'a pas toujours été récompensé. Septième choix, messieurs, les Tennessee Titans sont sur l'horloge. Je m'en charge et j'ai décidé de faire le choix puisque j'ai l'aubaine de voir 4 quarterbacks partis et 2 receveurs sélectionnés également. On va donc très logiquement prendre la direction du premier tackle de cette classe pour aller récupérer Joe Holt, tackle de Notre-Dame, position qui reste un grand chantier malgré la sélection de Peter Skoronski l'année dernière au premier tour. On rappelle qu'aujourd'hui, les tackles gauche sur le papier, c'est Jalen Duncan et John Ojukwu. Donc ça fait quand même très léger pour potentiellement protéger celui qui
les Titans l'espèrent, serait ton quarterback d'avenir avec Will Levis. Donc Joe Alt, ça me paraît un choix extrêmement logique, joueur complet, techniquement très aguerri. Côté gauche avec Skoronski, ça donnerait quand même un peu de physicalité, on va dire, hein, pour reprendre un terme assez anglais. Voilà. Je te vois globalement d'accord, Jean-Mi, avec cette sélection de Joe Alt du côté des Titans. Ah ben oui, c'est ce qui ferait vraiment le plus de sens pour eux, évidemment, Joe Holt. Et puis c'est vraiment le meilleur tackle offensif, là, il n'y a pas débat. C'est pour ça que justement, il pourrait avoir un trade avec les Giants juste avant pour essayer de le récupérer. Mais oui, oui, s'il arrive aux Titans, je pense qu'ils y vont en courant pour le prendre. Comme tu l'as dit, jeune quarterback et une ligne offensive à reconstruire. Oui, oui, oui. Voilà. HU007 qui me dit Joe Holt, c'est pour moi le joueur le plus sûr de cette QV. Je vois Paps également qui était d'accord avec ce choix. On va pouvoir désormais enchaîner, messieurs, avec le choix des Atlanta Falcons. Les Falcons sont sur Alors, l'horloge et je vais m'y pencher de Ah, nouveau. pas de. Non. Ouais. Non, Non, pas de trade. non, Je crois non, qu'on m'a non. appelé également, mais Ouais, voilà, non. en fait, j'ai débranché directement le téléphone pour être sûr de ne Ah. pas avoir de coup de fil, parce que j'ai mon joueur. C'est un edge rusher. Et non, ce n'est pas Chop Robinson. C'est toujours Dallas Turner pour moi, c'est ce qui fait le plus sens aujourd'hui. Il y a besoin de vitesse et de pression sur ce premier rideau, sur ce front seven plus globalement, et c'est malheureusement un choix trop criant depuis de bon nombre d'années du côté d'Atlanta. Depuis Vic Beasley, je crois qu'il n'y a pas eu un pass rusher avec plus de 10 sacs du côté des Falcons. Ça commence à remonter un petit peu, hein. Vic Beasley, on doit être aux alentours de 2015-2016. Donc, va falloir quand même prendre le taureau par les cornes, surtout qu'il y a quelques joueurs qui ne reviennent pas avec Calais Campbell et Bud Dupree, par exemple, en tout cas qui ne sont pas encore revenus. Donc, voilà, Lorenzo Carter, Arnold Ebiketie, c'est un petit peu léger sur le papier. Donc, je tente celui qui a pour moi un des meilleurs CV sur le poste de pass rusher et la plus grosse marge de progression, à mon sens. Niti, je te vois hocher la tête, globalement, tu es d'accord avec ça? Oui, oui, il faut de l'aide au pass rush pour les Falcons, de l'aide à Grady Jarrett, soutenir Arnold Ebiketie également, voilà, qui n'est pas mauvais hein, comme joueur, mais qui est encore en progression, encore en apprentissage. Tout à fait. Bill Zarcy qui nous dit Fontenot qui prend Edge, je ne l'imagine que si je le vois en live. Oui, moi aussi, pour le coup, ça pourrait être un peu décevant. Globalement, on me dit assez logique. Un running back pour Atlanta, peut-être pas. Faut pas abuser non plus. N'abusons pas des bonnes choses, messieurs. Et donc voilà, en tout cas, pour la 8e sélection, celle des Atlanta Falcons. On passe désormais au 9e choix des Chicago Bears. Nitti, tu es sur l'horloge, mais pas avec Chicago, puisque j'entends qu'on a un appel. Nous avons le deuxième échange de cette soirée, messieurs, puisque ce sont les Indianapolis Colts qui montent dans la hiérarchie avec, si j'en crois mes notes, leur 15e choix et un 4e tour de 2024 et un deuxième tour de 2025 pour espérer intégrer le top 10 et pouvoir réaliser la 9e sélection. Niti, c'est donc toi qui opères avec les Indianapolis Colts. Pour quel joueur Ouais. exactement on est monté? Alors, du côté des Colts, je trouve que l'effectif a le potentiel pour aller en playoff et en tout cas l'an dernier, ça a fait être le cas. Il manque un petit quelque chose. Déjà, Anthony Richardson a été blessé, il va revenir. On a prolongé Michael Pittman lors de la free agency. Mais à côté de lui, on a un rookie qui va devenir sophomore, c'est Josh Downs. Et on a Alec Pierce qui est un peu irrégulier depuis qu'il est arrivé. Et après, derrière, c'est pas franchement folichon, on va dire, ce comité de receveurs, malgré la présence d'un Ashton Denny qui peut faire le travail. Donc, je donne une cible pour Anthony Charleston. Je donne de l'aide à mon choix de l'an dernier du premier tour, Anthony Charleston. C'est Romé Odunze, pardon, le receveur de Washington. Ouais, tout à fait. Je vois que ça attendait également du Brock Bowers, potentiellement. Ça aurait pu être ou l'un ou l'autre. Odunze, c'est un joueur qui ressort assez souvent dans le top 10, Jean-Mi, donc pas très surprenant que les Colts, en effet, apportent peut-être un petit grain de folie à leur attaque pour surfer un petit peu sur cette nouvelle ère symbolisée par Anthony Richardson. Alors, je t'avoue que moi, j'ai été surpris, hein. Je veux dire, quand Mm. Nitti nous a annoncé le trade avec les Colts, d'abord, j'ai pensé Quinion Mitchell et Oui, ensuite, c'est j'ai ressorti pensé sur le Brock chat aussi, ouais. Bowers. Mm. Voilà, Ouais, j'ai pensé d'abord à deux autres joueurs. Après, Romeo ouais. Donze, voilà, très bon receveur, etc. Mais c'est vrai que peut-être un Titan pour un peu plus aider Richardson dans les zones courtes, etc. Ou alors Quinton Mitchell, parce que vraiment très bon joueur, gros besoin. D'ailleurs, qui pourrait partir à Atlanta en 8, sait-on jamais, Quinton Mitchell.
Mais bon, après, Romeo Dunze, voilà, on l'a bien vu cette année, il a fait une très très bonne saison et forcément, tu as un jeune quarterback, tu as déjà, comme tu l'as dit, du Pittman, tu rajoutes un Odunze et puis voilà, tu peux l'aider pour son développement dans le jeu aérien. Très bien. Moi, globalement, on n'était pas. Je pense pas qu'on soit en désaccord avec le choix en Donze globalement. Après, c'est sûr que voilà, on attendait peut-être une Oh, autre piste, mais ça fait sens. En soi, c'est un effectif très complet, hein, donc des corners, pour revenir sur l'hypothèse Mitchell. Bon, les tight ends, ils en ont quand même globalement, même s'ils n'ont pas, à mon sens, le talent de Brock Bowers. Mais tu allais rajouter quelque chose, Nithya, avant qu'on enchaîne sur le 10e choix? c'est juste que voilà, les deux receveurs ont été partis et je me dis qu'ils peuvent peut-être pas passer à un côté d'un joueur qui peut potentiellement être meilleur que Josh Downs et Alec Pierce. Tout à fait. Donc on passe désormais au 10e choix et nous avons un nouvel échange, messieurs. Choix qui devait être initialement réalisé par les New York Jets de Jean-Michel. Et bien, on a reçu un appel des New Orleans Saints qui ont décidé de monter de 4 places, hein. On switch donc les 10e choix des Jets et le 14e choix des Saints. Il y a également un deuxième tour des Saints qui est envoyé du côté de New York et New York qui envoie de son côté un troisième tour du côté de la Louisiane. Jean-Mi, c'est toi qui t'occupes également des New Orleans Saints. Là encore, pour quel joueur on a choisi d'intégrer le top 10 du côté de la Nouvelle-Orléans? C'était forcément pour un tackle offensif. Forcément, parce qu'ils ont un tel besoin au poste de tackle offensif que, ok, tu perds ton deuxième tour, mais tu récupères un troisième. Alors oui, je sais, les Saints, ils n'ont pas beaucoup de choix de draft, mais allez, passer du deuxième au troisième et tu récupères un tackle offensif titulaire, pour moi, ça vaut le coup. Je les vois bien faire un mouvement comme ça. Je fais durer un peu le suspense parce que vraiment, c'était à pile ou face entre je prends Taliesier Fouagan, tackle droit, très solide, très fiable, ou je mise sur Olo Fashanu qui a vraiment ce potentiel du tackle gauche qui va leur rappeler le Teron Armstead qu'ils ont perdu il y a quelques années. Et j'y suis allé avec Olu Fashanu de Penn State parce que vraiment le potentiel du tackle gauche, le protecteur sur le côté aveugle, comme ça Derek Carr est tranquille, il peut trouver Olave, il peut trouver Shahid, il peut trouver ses armes, il peut faire fonctionner cette attaque. Et donc, même si Fouaga a l'air un peu plus près maintenant, je pense que sur le long terme, Fashanu a un tel potentiel en tant que tackle gauche que c'est vraiment pour ce joueur-là. Et du coup, voilà, tu sacrifies un deuxième, tu récupères un troisième et tu prends ton tackle gauche, Olu Fashanu pour les Saints. Exactement, j'en profite pour saluer Gab Digger qui nous dit salut à tous, J-1, et oui, ça y est, on y est presque. Gab Digger qui s'est d'ailleurs abonné pour son 11e mois, qui s'est abonné pour le 11e mois j'allais dire consécutif, mais je pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas, c'est son 11e mois d'abonnement. Donc merci beaucoup à lui. Et je vois globalement, on nous dit du solide choix, en effet. Kiyom54 qui nous dit Olu, c'est un bon potentiel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est un peu plus sceptique sur les possibilités de Derek Carr de développer cette attaque, mais ça, c'est encore autre chose. Niti, tu étais d'accord, je pense, globalement, sur cette sélection, sur la logique, en tout cas, de War Fashanu, qui est peut-être aussi plus flexible, par exemple, qu'un Fouaga, qui peut jouer à gauche comme à droite, sachant qu'on a également des problèmes côté aveugle. On parle beaucoup de la blessure de Ryan Ramczyk, mais on n'oublie pas que Trevor Penning, c'est pas ça forcément depuis son arrivée en NFL. Non, la position, c'est ce qu'il faut pour les Saints. Je serais surpris qu'ils partent sur une autre position que tackle, même si le poste de receveur pourrait être une option. Mais il faut protéger Derek Carr, parce que comme tu l'as dit, Ryan Ramczyk, il est dans une forme incertaine pour le début de la saison 2024. Et puis Trevor Penning, depuis le début de sa carrière NFL, il cumule les bêtises, comme on dit, et les mauvaises performances. Donc, il faut un tackle. Olufachanou est un très bon choix. Taliese Fuaga l'était également. Euh, c'est un peu, voilà, t'as deux solides choix à faire et là, Jean-Mi est allé sur un tackle qui a plus de potentiel peut-être que Fuaga, clairement pour moi aussi. Donc, c'est un très bon choix, Olufachanou. Et ben on passe du coup au 11e choix, messieurs. Les Los Angeles Chargers sont de nouveau sur l'horloge après avoir cédé leur 5e choix aux Minnesota Vikings précédemment, hein. Je vais quand même rappeler juste vite fait le top 10 d'ailleurs. Caleb Williams, c'était à Chicago, Jaden Daniels à Washington, Drake May à New England, Marvin Harrison Jr. à Arizona, J.J. McCarthy a donc été sélectionné par les Vikings via le trade dont je parlais il y a quelques secondes. On a également Malik Neighbors aux Giants, Joe Holt pardon, aux Titans, Dallas Turner aux Falcons. Rome Odunze a été sélectionné par les Colts via un trade-up d'Indianapolis. Et on a donc Olu Fashanu sélectionné par les Saints également via une montée dans la hiérarchie de la part de la Nouvelle-Orléans. Les Los Angeles Chargers sont donc sur l'horloge. Et comme le dit Jojo,
sur le chat, Jojo7204, du coup, bah, les Chargers vont prendre Fuaga. C'est une aubaine, j'ai envie de dire. On a besoin d'un tackle droit du côté de Los Angeles. Alors, il y a d'autres besoins, bien entendu, en attaque. Mais un tackle droit de ce niveau-là, capable en plus de booster le jeu au sol, qui est malgré tout, quoi qu'on puisse en dire, même si on a Justin Herbert du côté de la Californie, le moteur principal de Jim Harbaugh depuis qu'on le voit en tant que head coach, que ce soit en college football ou en NFL. Avoir un joueur de l'acabit de Taliese Fuaga, c'est forcément une aubaine pour se faire respecter clairement dans les tranchées. Peut-être celui qui a les mains les plus violentes, hein, justement, de ce plateau. Donc ce serait dommage de s'en priver. Je sais que tu l'aimes beaucoup, Jean-Mi notamment, donc cette sélection aux Chargers ne t'étonnera pas. Non, non, pas du tout. Puis voilà, Va te ben, décevoir peut-être, parce que du coup, tu vas devoir l'affronter 2 fois par an avec les Chargers. ouais, c'est clair avec les Raiders, eh Avec oui. les Raiders, pardon. Mais mais bon, c'est Jim Harbaugh, voilà, c'est Jim Harbaugh. Et je pense que, je me souviens, moi j'en avais parlé il y a peut-être un mois de ça, et tout le monde dit, mais non, c'est receveur. Et puis là, maintenant, ça commence à être un petit peu acquis que, a priori, c'est le choix qui va se passer. Soit ça sera Joe Alt en 5 ou alors avec un trade, ça sera un autre tackle offensif parce que c'est Jim Harbaugh. Après, on est d'accord avec lui, sa philosophie ou pas, mais force est de constater que c'est sa philosophie, que ça a donné des résultats. Et c'est d'abord la ligne offensive, donc Rashawn Slater, Taliese Fuaga, et après, tu vois un petit peu le reste. Comme on l'a déjà dit tout à l'heure, la cuve de receveurs, elle est très, 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 très riche cette année. D'ailleurs, on en reparlera demain, juste avant la draft. Et donc, il y aura tout le temps du monde au deuxième tour, au troisième tour pour aider Justin Herbert. Talies Fuaga au Chargers, ça fait vraiment sens. Tout à fait. On rappelle qu'ils ont un deuxième choix, du coup, qu'ils ont récupéré de la part des Vikings. Ce sera le 23e. À En surveiller plus. potentiellement ce que peuvent faire les Chargers dans ce premier tour. Mais si on enchaîne avec le 12e choix, qui devait être donc celui des Denver Broncos et de Nitti. Sauf que, vous l'entendez sans doute, nous avons le téléphone qui a sonné, puisque une équipe a appelé pour récupérer ce 12e choix. Il s'agit des Philadelphia Eagles, qui montent donc en 12e sélection via leur 22e choix initial. Ils cèdent donc ce 22e pick à Denver. Un deuxième tour également au passage, le 50e plus précisément, parce qu'ils ont deux deuxièmes tours. Et un cinquième tour de draft également, donc pour s'assurer cette position-là. Et messieurs, vu qu'on a une petite razzia sur les linemen offensifs et que c'est moi qui représente les Philadelphia Eagles, j'ai décidé de sélectionner un joueur de ligne offensive et plus précisément Troy Fautanu, qui présente la particularité d'être assez flexible, hein. C'est un peu la même logique que j'avais évoquée notamment pour les Vikings il y a quelques semaines de ça, dans le sens où pour moi les Eagles, bien entendu qu'il y a des besoins sur d'autres positions, potentiellement cornerback, potentiellement edge rusher, hein, si on s'intéresse à l'avenir avec un Brandon Graham qui a rempilé mais qui ne serait pas non plus totalement éternel. On sait qu'Hassan Reddick est également parti pendant l'intersaison. En attaque, ça me paraît quand même important de rebooster un petit peu ce jeu au sol, qui a quand même été un petit peu décevant. Alors certains diront que c'est uniquement du fait de DeAndre Swift et que bah, sans doute avec l'arrivée de Saquon Barkley, ce ne sera pas le même discours. Mais si en plus on a une ligne offensive capable d'être encore plus agressive qu'elle ne l'a été par le passé, ce serait forcément quelque chose d'intéressant. Donc sur le positionnement de garde, dans un premier temps, ça peut faire sens. Et il y a un Lane Johnson qui n'est pas non plus le plus jeune qui soit. Donc, ça peut également préparer l'avenir si on a dans l'idée que Troy Fautanu passe sur l'extérieur à terme pour devenir le pendant de Jordan Mailata. Donc, on reste dans les tranchées comme aime beaucoup le faire Howie Roseman. Et on part sur un lineman offensif, même si je vois que sur le chat, c'est pas forcément d'accord. Lequel de vous deux veut réagir sur ce pic d'ailleurs? Ah ben, moi, c'est vrai que tu m'as surpris. Moi, je m'attendais à Quinion Mitchell, là, tu vois. Je ne sais pas ce qu'ils disent sur le chat parce que je n'ai pas le chat sous les yeux, mais c'est vrai que quand tu as annoncé le trade, je pensais que c'était pour un cornerback. Mais après, ça se tient, c'est une logique avec Howie Roseman. Je dirais, il prend souvent des linemen offensifs. Excusez-moi. Je précise Je que c'est dirais pas pour qu'il y a... court-circuiter les Raiders, hein, sur la Oui, logique. je dirais pas qu'il y a un gros besoin au poste de guard chez les Eagles, mais quand même, il y a la place pour un guard. Et en plus, il faut un tackle pour l'avenir avec Len Johnson qui vieillit. Donc, du coup, Fautanou, il peut te permettre les deux, à la fois le présent et l'avenir. Et en plus, ça correspond bien à la philosophie d'Orasman. Donc, d'abord, j'étais un peu surpris, mais ensuite, j'ai bien compris la logique. Niti Moi, rapidement, ouais, toi. la même chose en fait que Jean-Michel. Moi, je pensais que tu allais monter pour un cornerback et parce il y a pas encore un cornerback qui a été appelé. Mais après, je comprends pourquoi, voilà, qu'il y a eu la razzia sur les tackles, donc monter pour lui, ça a du sens. L'équipe qui va peut-être monter pour lui, s'il y a une razzia comme ça, les Eagles, je ne pense pas qu'ils vont monter. J'aurais préféré une autre équipe qui monte pour Troy Fautanu. Très bien. Mais en effet, sur le chat, on s'attendait plutôt à un cornerback. Je précise qu'à mes yeux, la classe de cornerback, comme la classe de receveur, est quand même assez profonde.
Et je me dis qu'encore une fois, il y a malgré cette montée dans le premier tour, un deuxième tour par exemple dans l'escarcelle des Eagles, il y a quand même moyen, à mon sens, de récupérer un cornerback plus que potable au deuxième tour, même si en effet, ce sera peut-être pas un Mitchell, pas un Arnold ou un Digin. Il y aura largement quand même de quoi faire. Voilà. Surtout qu'a priori, c'est peut-être plus dans un premier temps, peut-être pour jouer nickel. Je m'avance un petit peu, mais c'est peut-être plus à l'heure actuelle la place de Monte Maddox qui est un peu sur un siège éjectable. Mais bon, voilà. En tout cas, j'ai vu certains dire, en effet, c'est surprenant, mais avec Howie Roseman, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus farfelu. On passe au 13e choix, messieurs, et nous avons de nouveau un échange. Les Las Vegas Raiders, sans doute un petit peu hérités du fait de voir beaucoup de la main offensive partie, ont décidé de céder leur 13e choix et ce sont les Seattle Seahawks, représentés donc par Annie Tigna, qui ont choisi de grimper dans la hiérarchie. Pour grimper, ils ont donc mis un quatrième tour à 2024 et un deuxième tour 2025 pour s'assurer cette 13e position. Sur qui on a louché Nitti pour aller récupérer ce 13e choix? Alors, je me dis, les Seattle Seahawks, en 16, s'il restait là, le joueur qui potentiellement pouvait l'attirer ne serait plus disponible parce qu'il y a les Bears qui peuvent être intéressés, il y a potentiellement peut-être une autre équipe qui peut être intéressée. Mais je monte donc pour un pass rusher du côté des Seahawks de Seattle et je sélectionne Jared Verse de Florida State. Très bien, pour continuer de booster un petit peu ce pass rush, c'est devenu une petite tradition avec les running backs, hein, d'avoir un pass rush à chaque draft du côté des Seahawks. Ça fait sens pour toi, Jean-Mi, peut-être pour avoir un nouveau lieutenant dans la défense qui essaye d'implanter Mike McDonald du côté de l'État de Washington? Moi, j'aime beaucoup Jared Verse. Voilà. Je pense même qu'il peut partir à 8 à la place de Turner parce qu'il est vraiment prêt. Je trouve, voilà, il est à la fois puissant, explosif. J'aime beaucoup. Par contre, ouais, là aussi, j'ai été très, très surpris. C'est pas une critique, hein, c'est une discussion. Ouais. J'étais vraiment très surpris parce que, bon, voilà, il y a Boye Maffei, il y a Nwosu. Ils ont pris Derek Hall l'année dernière. Il y a encore Darrell Taylor. Donc, j'étais assez surpris. À la limite, un Byron Murphy, j'aurais mieux compris. Mais après, pourquoi pas? Jared Verse, c'est un très bon joueur. Et puis, Mike McDonald vient du côté défensif du ballon. Donc, pourquoi pas? Voilà, j'étais un peu surpris, mais Jared Verse, j'aime beaucoup. Après, il peut jouer sur le front de 3, hein, je pense aussi. Il a les capacités pour le faire, même si on l'a plus vu effectivement dans un front de 4 à Florida State, mais il en a les capacités hein, pour jouer vraiment sur la ligne de 3. En tout cas, je vois que Mousse75018 était d'accord avec toi, Niti, pour cette sélection des Seahawks. Aurélien, PHLPE également, qui nous dit je ne comprends pas, perso, les Seahawks ont besoin de descendre. C'est vrai qu'ils ont pas, c'est pas l'équipe qui a le plus de choix et ça peut être également des candidats à un trade down. Mais pourquoi pas continuer de booster un petit peu les tranchées. C'est vrai que moi, de mon côté, je les voyais plutôt loucher sur la ligne offensive. Mais pourquoi pas, notamment sur des linemen intérieurs, il y aura peut-être un peu plus de profondeur qu'on ne peut en avoir sur le poste de pass rush, à mon sens, où il y a peut-être un petit gap après par la suite. Le 14e choix désormais, messieurs, qui est donc pour les New York Jets. Sauf que on a de nouveau un échange. Les Jets sont prêteurs ce soir, hein, d'honneur en tout cas. En l'occurrence, puisqu'ils étaient 10e initialement, ils ont donc laissé les Indianapolis, pas les Indianapolis Colts, pas du tout, les New Orleans Saints monter en 10 pour aller récupérer Olu. Ce sont les Arizona Cardinals, messieurs, qui montent au 14e choix et qui, pour ce faire, ont envoyé donc leur 27e sélection initiale et ont également envoyé le 2 troisième tour, 66, le le 71. 66e et le 71e. Mm. Donc 2 troisième tours récupérés au passage par les Jets pour permettre à Arizona de monter en numéro 14. Je m'occupe du choix des Cardinals, hein, vous l'avez compris tout à l'heure, avec la sélection notamment de Marvin Harrison Jr. Donc je me dis que là, il faut quand même aller chercher des potentiels starters, il faut apporter un petit peu de playmaker dans cette équipe-là. J'ai considéré l'attaque, je m'intéresse désormais à la défense. Dallas Turner est parti, Jared Verse est parti. Pour moi, ce serait pas inintéressant d'aller chercher un profil comme Layatou Latou, edge rusher de UCLA. On l'a dit hier, qui peut être très polarisant, notamment de par l'aspect santé, on dira, savoir exactement comment il va se remettre à des soucis qu'il a eu, des soucis de santé qui l'ont amené à arrêter potentiellement sa carrière universitaire. Mais c'est un des joueurs, on dit souvent que c'est peut-être un des joueurs qui a peut-être la moins grosse marge de progression parmi les edge rushers. Mais je pars sous ton contrôle, Jean-Mi, on a quand même un joueur qui a de très sérieux acquis, notamment quand il s'agit de mettre la pression sur le quarterback.
Oui, c'est ça, ben, c'est un spécialiste. Pour l'instant, c'est un spécialiste. C'est vrai que contre la course, c'est un peu plus délicat. Mais bon, déjà, le pass rush, c'est quand même la chose primordiale qu'on demande à un edge. Et lui, il sait très bien le faire, notamment d'un point de vue technique. Il a beaucoup de moves, il bouge très bien son corps. Enfin, il a un bel équilibre général. C'est vraiment le pass rusher type. Et ensuite, de toute façon, il ne faut jamais oublier qu'ils sont jeunes, ces gars-là. Donc, ils vont travailler, ils vont se développer, ils vont gagner en maturité, y compris en sciences du jeu, intelligence de jeu, etc. Donc, il va se développer pour devenir un joueur plus complet, mais d'ores et déjà, en pass rush, il a suffisamment montré et les Cardinals en ont vraiment besoin. D'un côté, tu vas avoir Ojulari, de l'autre côté, tu as Latou. J'oublie pas les autres. Gardec qui est très intéressant. Zaven Collins qui peut un peu jouer aussi à l'extérieur. Mais Latou, c'est quand même vraiment au-dessus. Du coup, voilà. Tu as considéré l'attaque avec Harrison. Tu considères la défense avec Latou. Moi, ça me paraît bien. Clairement. Je vois pas trop de réactions sur ce choix d'Arizona. Donc, on va pouvoir enchaîner, messieurs, avec la 15e sélection. Niti, je te rends la parole puisqu'on a le deuxième choix des Chicago Bears qui devait initialement être le 9e, mais il y a eu donc un échange avec l'Indianapolis Colts. Chicago est en 15, pas d'échange. On choisit de sélectionner du côté des Bears. Pour qui? Ah bah moi je vais continuer hein, avec les pass rushers hein, et on y va avec peut-être un potentiel intrigant même si il a montré de très belles choses avec Penn State. C'est l'athlétique Chop Robinson donc du côté des Chicago Bears. Du côté du nombre de sacs, on va dire, du domaine des sacs, c'est très compliqué l'an dernier à Chicago. Et donc, Montez Sweat, qui était arrivé pourtant à la trade deadline, c'est lui le meilleur pass rusher en nombre de sacs. Et ça, c'est quand même un problème. C'est quand même un problème. Il faut donc donner un compagnon à Montez Sweat. Et pourquoi pas donc Chop Robinson, qui je pense avec Matt Eberflus peut vraiment devenir excellent. Donc c'est pour ça que je prends maintenant Chop Robinson. Il aurait pu effectivement partir plus tard. J'aurais pu descendre encore pour en cumuler plus de choix pour des Bears qui n'ont que 4 choix à l'heure actuelle où on se parle. Mais là, j'en ai cumulé encore. Mais je le prends en 15e choix car peut-être que d'autres équipes pourraient le prendre un peu plus tard. Ouais, je regardais, Jean-Mi, avant que je te donne la parole. C'était quoi? J'avais passé. Ah oui, très moche qui nous dit ce serait le premier reach. On l'a dit hier soir. Tiens, je suis curieux d'avoir ton avis, Jean-Mi. Est-ce que ce serait tant un reach que ça de voir Chop Robinson dans le top 15? Il a quand même une très très belle cote, je pense, aux yeux de beaucoup de franchises, notamment après son combine. Ouais, moi je pense que ça serait pas un reach. Et pourquoi? Parce que la draft, quand même, ok, c'est le premier tour. Ok, au premier tour, tu veux un joueur près de suite qui apporte de suite. Ok, d'accord, c'est le premier tour. Mais la draft, faut pas oublier, c'est pour l'avenir. Et Chop Robinson, il a un potentiel, mais incroyable, 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 de ce qu'il a montré en Big Ten et surtout ce potentiel athlétique. On voit vraiment le potentiel pour se développer. Il peut devenir énorme. Alors, peut-être pas, on ne sait pas, mais il a ce potentiel-là. Donc, c'est en cela que ça serait pas tant un reach parce que on ne drafte pas un joueur à une position seulement pour sa valeur absolue au jour J. On le draft aussi en se disant il peut devenir ça, il peut devenir ça. Et lui, il a vraiment ce potentiel pour devenir exceptionnel. Plus qu'un Latou, par exemple, qui est plus prêt maintenant, mais qui a moins de potentiel. Voilà. C'est pour ça qu'il peut partir plus haut que ce qu'on l'annonce plus tôt, vers la vingtaine, etc. C'est possible. Tout à fait. Je crois que c'est Chris Ballard qui disait justement, c'est vrai que nous, on a cette vision un petit peu, il va sortir au premier, au deuxième, au troisième tour. Eux, ils ont toujours des catégories, fera un Pro Bowl, sera All Pro, enfin voilà, tout ce genre de choses aura tel nombre de snaps. Enfin, c'est voilà, c'est un peu catégorisé comme ça. Et en effet, si Chop Robinson, même si la première année, il a peut-être moins d'impact que d'autres joueurs de la même position, bah, peut-être qu'on aura mis une espèce d'étiquette, une espèce de label sur lui pour dire bah, de toute façon, notre projet à terme, c'est qu'il devienne ça. Donc, on a quand même pour l'idée de le drafter relativement haut. Donc, il ne faudra pas être totalement surpris qu'il soit dans le top 15 en l'occurrence. Jean-Michel, je te rends la parole pour le choix des Las Vegas Raiders. Le 16e, récupéré donc au profit des Seattle Seahawks via le trade de tout à l'heure pour Jared Verse. Quelle est la sélection des Las Vegas Raiders dans cette mock draft? Bah évidemment, je pense que tous les fans des Raiders, ils attendent un quarterback et moi aussi. Mais il y a d'autres possibilités. La dernière fois, j'avais pris Michael Penix en revenant en fin de premier tour, etc. Et puis là, je me dis quand même, il y a Quinion Mitchell qui est encore là. Je veux dire, on n'a pas eu un cornerback comme ça depuis Charles Woodson. Et vraiment, les Raiders en ont tellement besoin, mais tellement besoin. Là, en plus, avec le trade, tu récupères un deuxième tour 2025, etc. Je veux dire, c'est nickel. Et Quinion Mitchell est là. Allez, c'est bon. On réfléchit plus. On verra après le quarterback. On prend Quinion Mitchell, le cornerback de Toledo. Niti, d'accord avec cette sélection. Je sais que beaucoup attendaient un cornerback enfin.
J'aime beaucoup les réactions sur le chat parce que à chaque fois on nous donne l'impression qu'on snob des joueurs, mais si on vous dit qu'il y a une certaine homogénéité sur certaines positions et que il y a aussi des choix stratégiques à faire, mais on l'a dit aussi hier, c'est pas totalement farfelu d'avoir un cornerback dans le top 10, donc voir Quinion Mitchell en plus sélectionné en 16 par les Raiders, Nitti, il n'y a rien de surprenant en soi. Ouais, il n'y a rien de surprenant. Je dirais même que les Raiders font même un style carrément avec Quinion Mitchell, hein. Euh, que ce soit 16e, 20e, voire même top 10, Quinion Mitchell va devenir un très bon joueur en NFL, j'en suis persuadé. C'est un joueur intelligent, playmaker lorsqu'il était à Toledo, 37 passes défendues quand même lors des 2 dernières saisons, ça pose un joueur quand même. Il a fait de très bons tests lors du processus draft. Donc, c'est un joueur qui va devenir excellent et qui peut vraiment être un poil à gratter pour les receveurs en NFL. On passe à présent au 17e choix, messieurs, avec les Jacksonville Jaguars de Jean-Michel qui sont sur l'horloge, sauf que nous avons un échange, messieurs, un nouvel échange. On envoie la moula du côté de Jacksonville C'est ça. pour espérer monter. Et ce sont les Green Bay Packers qui montent dans la hiérarchie avec ce 17e choix. Ils ont envoyé en conséquence leur 25e sélection et un de leurs deux deuxième tour. Il me semble qu'ils en ont deux, hein. Ouais. Celui-ci étant le Mm. 58e, donc le deuxième, leur deuxième tour. Je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. Et en échange, ils récupèrent donc le 17e choix et également un quatrième tour de la part de Jacksonville. Voilà, pour équilibrer un petit peu l'échange, la contrepartie. Les Packers sont donc sur l'horloge. Je m'occupe des Green Bay Packers. Quinion Mitchell est parti. C'est important de se pencher sur un defensive back. Et pour moi, il y a un joueur assez intriguant qui est toujours sur ce board. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de monter pour aller sélectionner Cooper DeJean, qui est un choix assez intéressant pour les Green Bay Packers dans le sens où il peut apporter, il peut présenter différentes alternatives. C'est-à-dire que moi, à mon sens, en NFL, je ne serais vraiment pas surpris de le voir évoluer en tant que safety, un poste qui est clairement un poste à besoin et en plus, vu son profil, là aussi très polyvalent avec sa capacité non seulement de couverture, mais aussi d'aide sur le jeu au sol avec son aptitude à jouer box safety. Avec Xavier McKinney, je pense que ça peut vraiment être un duo assez létal dans le côté justement interchangeable qui vraiment pourra jouer des tours aux attaques adverses. Et j'oublie pas quand même malgré tout que la position de cornerback est pas totalement rassurante, hein. Jair Alexander est vraiment plus en grâce totale, c'est moins qu'on puisse dire du côté du Wisconsin. Eric Stokes enchaîne les blessures année après année. Donc, si on se rend compte que Cooper DeJean fait plus l'affaire en cornerback, à mon sens, il peut rapidement devenir titulaire. C'est un très bon retourneur de coups de pied également. En soi, il y a de quoi apporter de l'explosivité et un peu plus d'agressivité en défense. Donc, ça me paraît un choix assez logique pour Green Bay, même s'il faut monter de quelques positions. Mais Green Bay a pas mal de choix dans son escarcelle pour le faire. Donc, Cooper DeJean sélectionné par les Green Bay Packers. Niti, je te vois globalement d'accord avec cette sélection? Moi, j'adore le joueur, déjà, de base. Et puis, pour les Packers, oui, un besoin déjà de polyvalence. Puisque les joueurs en défense qu'il y a du côté des Packers sont vraiment, on va dire, cantonnés à une position. Bah, déjà, Alexander, hein, tu en as parlé notamment. Et là, on a quelqu'un qui peut être titulaire dès la semaine numéro 1 et qui peut potentiellement devenir un playmaker potentiel. Donc, c'est un joueur intelligent, très régulier. Surtout, il vient d'une université qui sait façonner les défenseurs, qui est Iowa. Donc, je pense que les Packers vont être ravis d'avoir Cooper DeJean, même en lâchant quelques choix, sachant que les Packers en ont énormément. Tout à fait. Je vois que c'est assez d'accord sur le chat, hein, globalement. Victor qui nous annonce même, Victor Roulier qui nous annonce même Cooper DeJean, défenseur de l'année. Ah Donc, ouais. rien que ça, hein. Pas rookie, hein, Ouais, défenseur de ouais, l'année. Paps également était d'accord avec ça. Donc, voilà. Globalement, choix qui fait l'unanimité malgré ce trade-up. On passe au 18e choix, messieurs des Cincinnati Bengals. Sauf que nous avons un échange. Alors, ça, je sais que ça va rendre fou les fans des Bengals, parce que je voyais déjà des messages sur le chat. ouais, Préparez les épices, comme disait l'autre. ouais. Puisque nous avons les Los Angeles Chargers qui montent sur l'horloge, eux qui montent sur l'horloge, qui montent dans le board, qui deviennent du coup, qui sont désormais pardon, sur l'horloge. Et pour monter de la 23e à la 18e position,
les Chargers envoient deux quatrièmes tours, à savoir le 105e et le 110e choix. Et pour énerver un peu plus les fans des Bengals, les Chargers, avec ce 18e choix, sélectionnent Brock Bowers. Forcément, qui d'autre? On a insisté sur l'importance des linemen offensifs dans le système de Jim Harbaugh. Il faut des cibles, il faut des joueurs qui sachent bloquer. Du côté de Michigan, je pense qu'il avait quand même de quoi faire. Il en a développé deux, trois de ce niveau-là. Et j'insiste vraiment, Brock Bowers, c'est un joueur qui peut clairement collé à l'identité que veulent mettre en place Jim Harbaugh et Greg Roman. Donc ça fait clairement sens de voir potentiellement Brock Bowers récupérer. Il va falloir s'activer aussi sur les receveurs écartés. Mais on ne cesse de le répéter, pardon, on a pas mal de profondeur sur cette position-là. Donc on privilégie d'abord le tight end et après on s'intéressera potentiellement aux joueurs extérieurs. Jean-Mi, ton avis sur cette sélection de Brock Bowers? Est-ce que tu es aussi confus que les fans des Bengals sur les... Ah, mais après, les fans des Bengals, ils ont déjà Gesicki, ils vont pas prendre. Bon, allez, ils peuvent patienter, puis récupérer un petit peu des choix. Mais pour les Chargers, ça fait vraiment sens, effectivement. Il faut une cible supplémentaire à Herbert. Et quelle cible, Brock Powers? C'est une super cible. Ok, c'est un Titan, pas un receveur, mais c'est presque un receveur. En plus, il s'est aussi bloqué. Ça va apporter également pour le jeu de course. Ça correspond également à Jim Harbaugh. Mais c'est également un super receveur et des receveurs rapides. Il y en aura plein au deuxième tour, plein. Je peux vous en citer 5 ou 6 qui ont le niveau et la vitesse et qui seront disponibles au deuxième tour. Donc, ouais, Brock Bowers, là, ça fait sens. Très bien. Bon, on va enchaîner, messieurs, avec le 19e choix des Los Angeles Rams, qui va également changer de main. Ce n'est plus Los Angeles sur l'horloge, mais c'est désormais Tampa Bay, les Tampa Bay Buccaneers, qui montent du 26e au 19e choix, en envoyant au passage un troisième tour 2024, plus un deuxième tour de 2025. Tampa Bay, c'est donc c'est Nizi qui s'en charge pour Tampa, on est d'accord? Ouais, C'est ça, exactement. que je ne confonde pas. Voilà. Pour sélectionner qui? Enfin, j'ai réussi un trade. Non, je plaisante. J'ai enfin fait un échange en étant agressif. Euh, on a échangé Carlton Davis du côté de Tampa Bay, il me semble, à Détroit, au Detroit Lions. Je lui donne son remplaçant, puisque les cornerbacks Quinion Mitchell et Cooper DeJean sont partis. Les Buccaneers donc surpassent potentiellement les Steelers ou les Broncos pour prendre Terran Arnold, le cornerback d'Alabama, qui peut remplacer, qui peut faire pardon, qui peut faire la paire, pardon, avec Jamel Dean et qui va être une plus-value par rapport à Zion McCollum. On va pas se mentir. Jean-Mi, d'accord avec ce choix, j'imagine peut-être le deuxième ou troisième meilleur corner du plateau, si on schématise un peu grossièrement comme ça. Oui, oui, les Bucks, a priori, il y a quand même trois besoins identifiés. C'est un guard offensif, un cornerback et un edge rusher. Donc là, il part sur un cornerback qui a fait une très bonne saison. Donc oui, ça fait sens. On passe à présent au 20e choix avec les Pittsburgh Steelers sur l'horloge. C'était pour toi, Nitti, là aussi, je suis désolé, j'ai des petits trous de mémoire, la soirée Et il me commence à semble que c'est avancer. toujours moi Voilà, les qui fait la Steelers choix sont des donc sur Pittsburgh l'horloge. Steelers. Pas d'échange. Non, pas d'échange. On a décidé de se lancer dans le grand bain. Qui Ouais. sélectionne Pittsburgh? Bah ok, pas de cornerback, donc très bien du côté de Pittsburgh. Donc on va plutôt protéger celui qu'on a fait, enfin les quarterbacks qu'on a amenés finalement, parce qu'il y a Russell Wilson qui est arrivé et il y a également Justin Fields qui est arrivé. Certains pensent effectivement que le poste de centre a l'air faible, pas pas tant que ça, mais j'adresse quand même ce besoin de la ligne offensive intérieure. Et c'est Graham Barton de Duke qui est l'heureux élu pour l'équipe de Mike Tomlin, car je pense qu'il correspond à la mentalité Steelers, peut-être plus que Jackson Powers Johnson, un joueur vraiment puissant, vraiment costaud, qui peut aider un Broderick Jones, par exemple, à mieux se développer, qui était leur choix l'an dernier. Donc on continue de construire avec la ligne du côté de Pittsburgh. Tout à fait. J'en mis certains demandaient à raison à Jackson Powers Johnson également. L'écart n'est pas, est pas si énorme que ça entre les deux hommes, même si forcément JPJ sort souvent en premier, notamment sur les mocks. On a un joueur extrêmement établi avec Graham Barton. Oui, oui, Barton est très bon. Après, moi, ma question, c'est pour le faire jouer où? En guard ou en centre? Parce que je ne sais pas s'il a déjà joué centre, Barton. Il a joué tackle, il a joué guard, Il, mais.
il a jamais joué centre, mais Ah, c'est là où on voilà. l'a fait, c'est là où on l'a fait jouer dans les processus draft. Lors du Senior Bowl notamment, il a fait des snaps, on va dire, en tant que centre. Et c'est là où les dirigeants NFL, en tout cas les staffs NFL le considèrent. On rappelle qu'à l'heure D'accord. actuelle, Bon, ben. au moment où on fait cette mock, le centre supposément titulaire, c'est James Daniels, hein, qui est pas non plus Hmm, forcément, qui a déjà ouais, joué à cette position-là, mais qui est hmm. majoritairement garde, pardon, depuis son arrivée dans la ligue. Donc en effet, ça comble un poste à besoin. Je vais rappeler rapidement les sélections 11 à 20. En tout cas, je me délecte de la lecture du chat. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à chiller un petit peu sur le chat parce que je rappelle que on est uniquement dans la mock draft. Et je vois des gens qui sont déjà partis dans des complots anti-Bengals. Donc voilà, c'est assez succulent à lire. Ça pourrait être pire demain, hein, Oui, non, mais pour les c'est pour Bengals. ça. C'est pour... Donc, Moi, je suis fasciné chaque année qui passe par le fait que voilà, on fait juste un exercice pour donner potentiellement des grilles de lecture et on part dans des enflammades. Bon, après, voilà, ça fait partie de la passion de la NFL et de la draft. hmm. On va pas blâmer les gens pour ça, bien au contraire. Le rappel donc des choix 11 à 20 avec Taliese Fuaga sélectionné par les Chargers, Troy Fautanu qui arrive du côté des Eagles via un échange, Jared Verse également par le biais d'un échange sélectionné par les Seahawks, Laiatulatu, autre échange envoyé chez les Cardinals, pardon, Chuck Robinson sélectionné par les Chicago Bears, Quinion Mitchell par les Las Vegas Raiders, Cooper DeJean sélectionné par les par les Green Bay Packers qui sont montés en 17e choix. Les Chargers montent également pour récupérer Brock Bowers. On a également Tampa Bay qui sélectionne Terrion Arnold et les Pittsburgh Steelers qui récupèrent Graham Barton. On passe au 21e choix, celui des Miami Dolphins. Et messieurs, nous avons un échange puisque les Miami Dolphins vont descendre dans la hiérarchie au profit des San Francisco 49ers. Pareil qu'il y a quelques petites connexions qui s'opèrent entre les deux franchises et deux coaching staff qui se connaissent pas mal. San Francisco monte donc en 21e choix. Sélection réalisée donc par Nitti, qui a Ouais, donc mis en contrepartie pour récupérer cette 21e position, donc le 31e choix des Niners, un troisième tour, à savoir le 94e, et on a également, me semble-t-il, un un cinquième cinquième tour. tour, Ouais, ouais, 176. c'est Ouais, ça. le 176. Donc juste en échange du 21e choix des Ouais. Dolphins. Logique aussi parce qu'à mon sens, Miami a besoin de pics. Hmm. Ça aurait largement fait sens d'avoir un lineman offensif, hein. Je pense toujours qu'ils ont la capacité d'en avoir, notamment un centre un petit peu plus loin. Mais donc, c'est aussi dans cette logique-là que j'ai pris la décision en tant que représentant des Dolphins, pardon, de descendre. Pourquoi les Niners sont montés, eux, en 21e position, Nitti? Alors, tout le monde pense qu'on va monter pour un tackle, puisque JC Latam est disponible. Mais non, on va monter pour remplacer Harry Armstead. Le choix peut paraître surprenant, mais moi, c'est mon avis. Je pense que les 49ers peuvent se permettre de monter pour ne pas laisser passer un joueur qui peut être potentiellement pris par les Bengals ou par les Cowboys, voire même par les Broncos, hein, puisque c'est un joueur qui peut devenir le nouveau Aaron Donald. C'est Byron Murphy Jr., donc de Texas. Oui, il me semblait que tu étais un petit peu étonné par ce choix, Jean-Mi, lorsqu'on a fait la mock. C'est vrai qu'il y a eu un renouvellement hein, sur la ligne défensive un petit peu nécessaire parce qu'on avait peut-être des joueurs qui allaient commencer à coûter un petit peu cher. Est-ce que Byron Murphy, ça fait sens? Et est-ce que ça fait sens aux Niners? Est-ce que ça fait sens de le Alors voir en déjà, 21e et en plus aux Niners? C'est mieux formulé comme ça. alors en 21e, c'est une aubaine. C'est une aubaine, ça c'est sûr. Voilà, c'est un très bon joueur qui sans doute partira un petit peu plus haut. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu des mocks. On en refait une demain, il partira un peu plus haut. Mais après, aux Niners, alors ça ferait sens aussi, évidemment, voilà, ils construisent sur la ligne défensive, mais c'est vrai que j'attendais plus la ligne offensive, moi, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et là, il reste des joueurs. Il reste un très bon centre, il reste encore des tackles offensifs. Donc, Mm. quand Nitti nous a annoncé le trade, etc., je pensais vraiment ligne offensive. Donc, voilà, un petit peu surpris. Mais de toute façon, tous les ans, on est surpris à la draft, donc pourquoi pas avec ce choix-là. Très bien. Donc, je vais regarder un petit peu les réactions. Voilà, on nous dit qu'il y avait peut-être des besoins sur la position de cornerback. Il y a des corners, mais après, Ouais. Aussi, ouais. là, on parle quand Je même. pense que là, la QV, elle est profonde en cornerback, donc Oui, ça peut attendre. Du côté des 49ers, ils ont on parle, beaucoup de choix, hein. on parle potentiellement du. Enfin, là, c'est le premier lineman défensif du plateau, Et oui, si je ne me enfin, en trompe tout cas, pas. defensive Premier tackle, joueur c'est le sélectionné. premier. Ouais, voilà. Mm. Donc, bon, c'est aussi. Voilà, là, on est un peu dans le partage entre potentiellement le meilleur joueur disponible et peut-être un besoin à considérer, en effet, qui peut être un peu criant pour la suite de la draft, avec notamment les prestations en demi-teinte pour manier l'euphémisme d'Ambry Thomas. Mais voilà, Byron Murphy, ce ne serait pas totalement une surprise, surtout qu'on le rappelle, hein, la ligne défensive, c'est un peu la chasse gardée des Niners, hein, chaque année, Mm. notamment lors de la draft et du premier tour. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas en 2020.
2024. On passe aux Denver Broncos. Niti, je te rends la parole, puisque cette fois-ci, du côté de Denver, on sélectionne avec le 22e choix pour récupérer qui? Ouais, quatrième choix d'affilée que je suis en train C'est d'annoncer depuis tout à ça. l'heure. Je monopolise Cet homme est déchaîné, hein. Ouais, voilà. Bon, en même temps, personne répond à mes demandes d'échange, C'est donc ça. c'est pour Rassurez-vous, ça. après, vous ne l'entendrez plus. Voilà, c'est ça. Parce que Dis-nous. Jean-Michel, t'as l'impression qu'il est en train de dormir, alors qu'en fait, il a d'autres choix pour la fin. Donc, on est descendu avec Denver. On pourrait potentiellement, une nouvelle fois, récupérer un pass rusher, parce que c'est quand même assez pauvre, on va dire, en qualité du côté dans ce domaine-là. Mais en même temps, il faut un quarterback aussi du côté Eh oui. des Broncos. Le problème, c'est qu'on a fait cette mock draft avant le trade de Zach Wilson. Donc, Alors, c'est un peu... alors, alors, je trouve ça admirable parce que tu vas nous voilà. faire croire que du coup, là, c'est l'arrivée de Zach Wilson dans le Colorado conditionne toute la draft que tu avais organisée en amont. C'est beau. C'est C'est- magnifique, t'as vu? Ça ne C'est change rien, on magnifique. est Ah d'accord. ouais, ouais, non, ça change rien en fait. Quelle bonne blague. Non, allez, pour pas faire durer le suspense longtemps, donc un quarterback pour le 22e choix. Et c'est Michael Penix Jr., le quarterback de Washington, qui atterrit dans le Colorado. Très bien. Il y avait une hésitation forcément entre Michael Penix et Bonix. Jean-Mi, si je te demande, est-ce que déjà tu as une préférence potentiellement entre les deux? On pourra se poser ce genre de questions demain, mais est-ce que ça t'a étonné cette sélection plutôt de Michael Penix que de Bonix? Est-ce que du coup ça ferait sens du côté de Denver? En soi, si on part du principe que Zach Wilson peut être tenté dans un style un peu vertical, Michael Penix, c'est pas forcément illogique. Ouais, je sais pas, moi ça m'a surpris quand même, tu vois. Je pense qu'intrinsèquement, Penix est un petit peu mieux que Bonix, mais par rapport au système de Sean Payton, qui veut vraiment un distributeur comme ça, il n'y a pas énormément de cibles profondes, c'est plus de la possession et ouais, jouer vite. Et là-dessus, il est très très bon. Bonix, il est très précis. J'attendais vraiment Bonix. Alors après, pourquoi pas Michael Penix, c'est un très bon quarterback. On connaît son historique de blessures, on connaît son âge, etc. Mais pourquoi pas, c'est un bon quarterback. Mais moi, c'est par rapport à Denver, j'étais surpris. J'attendais Bonix. Très bien. Tu aurais Bonix, Zach Wilson, Jared Stidham, trois quarterbacks made in Sean Payton. Franchement, ce serait logique aussi. Là, il y a pas de problème. Là, il a les 3 pour un, c'est parfait. Au passage, j'en profite pour remercier Théophane des Vikings qui, pour son 10e mois d'abonnement à la chaîne, et alors, attention, j'ai un statement, comme on dit, hein, une boule de billard qui nous dit qu'il pense que Wilson est meilleur que Penix Jr. Alors, je ne sais pas si tu dis à l'instant T ou à terme, parce qu'on rappelle qu'encore une fois, la draft, c'est aussi ça à prendre en Il parle de considération. Russell Wilson ou de Zach Wilson parce Je que pense qu'il parle de Zach. Je pense qu'il parle de Zach. Mais voilà. Ok. Et Bizarski qui conclut en nous disant, et à la fin, c'est Dinucci qui est titulaire. Bon, en tout cas, on va enchaîner, mais voilà, choix pas très surprenant en soi. Enfin, à un moment donné, il va falloir prendre une décision du côté de Denver. On a un petit peu on a un petit peu de mal à en prendre pendant cette intersaison sur le poste de quarterback. Il y a quand même fort à parier qu'enfin, du côté de la draft, on va prendre une décision. Il vaudrait mieux quand même la prendre dans ce premier tour. Donc, c'est pas forcément illogique de les voir dégainer avec le 22e choix. Messieurs, je mets un orteil dans l'eau chaude là pour ce 23e choix. Cincinnati est de nouveau sur l'horloge. Apparemment, j'en veux à une patrie, à une nation. Je m'en excuse d'avance. Non, plus sérieusement, c'est aussi pour ça que je suis descendu. Non pas que je considère que Brock Bowers ne serait pas une bonne opération pour Cincinnati, loin de là, bien entendu. Je pars du principe que on va peut-être plus miser sur une autre position du côté des Bengals, à savoir la position de l'admin offensif. Et c'est pour la raison pour laquelle, avec le 23e choix, les Cincinnati Bengals sélectionnent JC Latham, tackle d'Alabama, pardon, qui pour moi a la capacité, en plus de continuer de développer ce jeu au sol qui a quand même été un gros problème ces dernières années du côté de Cincinnati. Alors, c'est sûr que les prestations euh, de Joe Mixon, pardon, n'étaient pas forcément toujours parfaites, hein, et n'étaient pas d'une régularité exceptionnelle. Je fais partie de ceux qui pensent que Zach Moss peut apporter quand même un boom supplémentaire à cette attaque de Cincinnati, mais c'est bien également de développer un petit peu la ligne. Trent Brown est un choix à court terme pour remplacer Jonah Williams. Je pense que c'est intéressant d'avoir un autre joueur d'un gabarit assez proche, hein. Je me suis posé la question avec Amarius Smith, mais pour moi, Jesse Lafemme a quand même beaucoup plus d'acquis à l'heure actuelle pour permettre justement à cette équipe de Bengals d'être efficace plus rapidement dans les tranchées. Donc voilà, je sais que c'est un joueur qui polarise beaucoup, mais moi, il y a des rencontres où j'étais parfois un petit peu sceptique.
Mais je me dis quand même, en plus, dans un bon coach de ligne offensive, je pense qu'il y a quand même de quoi continuer de le peaufiner un petit peu sur ces quelques points perfectibles d'un point de vue technique. Et avoir ce pendant-là côté droit aux côtés d'Orlando Brown, ça peut être une excellente opération pour protéger durablement Joe Burrow. Jean-Mi, ton avis sur cette sélection de JC Latham du côté de Cincinnati? Ouais, je pense que la position est bonne. Après, c'est vrai que moi, j'attendais plus à Marius Mims parce que, comme tu dis, il y a Trent Brown, donc tu mets Mims un petit peu en développement derrière, qui a plus de potentiel. Mais après, les Bengals, c'est une équipe qui est prête à aller au titre là maintenant. On sait que de toute façon, les blessures, ça arrive. On sait que des fois, tu as besoin de rotation, des fois, tu as besoin de faire des gros packages. Et Jesse Latham, il est quand même beaucoup plus prêt que plein d'autres tackles qui restent encore disponibles. Donc, oui, ça fait sens aussi à Cincinnati. Bon, on me dit que le coach de la O-line est nul du côté de Cincinnati. C'est Boomer qui me dit ça sur le chat. C'était pas Pollard le coach de ligne offensive du côté des Bengals? Ou alors Hmm, il est parti. Mais j'ai pas l'impression, mais je ouais. m'excuse si j'ai dit une Hmm, bêtise au passage, mais ouais. en tout cas, je persiste et signe. Jesse Latham ne sera pas une mauvaise Mais opération. dis-leur, tu leur veux du mal, voilà. Mais voilà, mais oui, mais de toute Ah, façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec Taylor en head coach, le mec qui revient sur des dossiers. C'est ça. J'en profite pour remercier Romain Bers qui a pris un abonnement de niveau 1 à la chaîne. Oui, on me dit que c'est Polak. C'est pas un mauvais coach, Polak, qui était aux Cowboys avant. Il faisait du très bon taf. Bon, bref, hmm. on s'en fout. On passe à autre chose. On n'est pas sur un podcast spécial Bengals, même si je sais beaucoup de fans de Cincinnati, j'aimerais que ce soit le cas. On va passer à une autre équipe qui va avoir un choix très, très intriguant. Et Jean-Mi, je te donne la parole puisqu'on va parler des Dallas Cowboys qui sont désormais sur l'horloge avec le 24e choix. Pas d'échange, on choisit de sélectionner du côté de Dallas. Tu as plus ou moins annoncé ça de manière formelle, hein. Pas de bêtises, j'ai mon joueur. Lequel est-il? Ouais, ouais, je voulais rien savoir. Là, j'ai pris Jackson Power Johnson parce que il y a vraiment un besoin, un poste de centre. Talir Biada, c'est parti. Ils prennent le remplaçant, tout simplement. Ils l'ont déjà montré il y a un peu moins de 10 ans avec Travis Frederick. Ils n'ont pas peur d'y aller au premier tour si un joueur qui correspond au centre. C'est rare les centres au premier tour, mais lui, je pense qu'il vaut le coup parce qu'il est athlétique, il est aussi bon pour la course qu'en protection. C'est en plus un joueur intelligent donc, et qui correspond à un besoin. Il y a quelques autres petits besoins aussi aux Cowboys, bien sûr, mais je pense que si GPG est disponible là, eh ben, ils le prennent parce que c'est vraiment ce qu'il faut à Dallas. Bon, je te demande pas si tu étais en désaccord avec ça. Je pense que tu l'as un peu considéré avec Pittsburgh, Nitti. À Bah, Dallas, exact. ça ferait Bah, sens. Il y a forcément cette position de tackle qui va être à considérer, parce que Chuma Edoga sur la protection côté aveugle, c'est un peu inquiétant. Après, c'est une aubaine potentiellement de récupérer un centre titulaire quand aujourd'hui Brock Hoffman sur la position. ouais, Mais il y peut-être a Tyler Smith Ouais, il y a Tyler Smith en tackle. qui peut jouer tackle. Il a jamais été essayé en tackle jusque-là. Ouais, Je dis pas que c'est pas possible, hein. ouais. Je dis qu'il a Ah, jamais essayé. d'accord. Je dis pas, je dis que pour l'instant, on l'a vu qu'en garde gauche. C'est plus dans cette Oui, théorie-là, avec d'un point de vue Dallas, oui. expérience. Il a un peu joué tackle les dernières saisons. Pas la saison dernière, oui, mais par exemple la Mais saison c'est une possibilité, 2022, oui, il a joué je vous tackle. rejoins, bien entendu. Mais par exemple, pour revenir sur le choix Jackson Powers Johnson, il peut peut-être devenir le nouveau Travis Frederick, hein. C'est vraiment un joueur qui a vraiment la mentalité que cherchent les Dallas Cowboys. Déjà, il est jeune et il a appris le poste de centre vraiment que l'an dernier. Et je pense qu'il a une marge de progression assez énorme. En tout cas, à ce poste, c'est un joueur très intelligent. Tout à fait. Et HKG Town sur le chat qui nous dit 92% des centres ont un deuxième contrat, c'est le plus fort taux en NFL, on se trompe rarement sur un centre. Et c'est vrai que généralement, quand on va Oui. chercher un centre au Hmm. premier tour, on a quand même des souvenirs que généralement, en effet, c'est des joueurs qui font quand même carrière. Il y a peu de On doute verra là-dessus. avec Tyler Linderbaum peut-être dans quelques mois. C'est ça. Et je crois que c'était Malakiton sur le chat qui nous dit potentiellement Tivandre Sweat vu qu'il a un casier judiciaire depuis peu. Ah, Voilà, on rappelle qu'ils avaient sélectionné Maisie Smith l'année dernière qui en effet avait eu une arrestation, avait été arrêté je crois ouais, quelques Micah semaines pour là. Parsons également. Oui, 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 bon, ça c'était un peu plus Ouais, ancien, mais c'est vrai c'est que ça. Ouais. voilà, il y avait Kevin Joseph à l'époque. Enfin, il y a pas mal Hmm. de joueurs également. C'est Hmm. vrai qu'on aime beaucoup les casiers judiciaires du côté de Jerry Jones. On enchaîne, messieurs. Les Jacksonville Jaguars sont de nouveau sur l'horloge. Ils étaient 17e initialement avant d'envoyer cette sélection aux Green Bay Packers. Jean-Mich, je te rends la parole. On a choisi de sélectionner du côté de la franchise floridienne. Quel choix a-t-on fait? Ah ben oui, on est descendu, on a récupéré un petit peu des pics, des assets, déjà c'est toujours bien. Et en plus, tu as Brian Thomas, le receveur de LSU qui est disponible. Ben banco, voilà, tu le prends à 25.
Parce que tu as perdu Calvin Ridley, alors je veux bien, tu as fait venir Gabe Davis, ok, il est pas mal. Mais tu as Trevor Lawrence qui est en plein développement, il faut absolument ajouter encore une cible. Tu as le Titan Engram, voilà, tu lui rajoutes maintenant un Brian Thomas qui va très vite et tu commences à avoir une unité voilà, qui ressemble un petit peu à quelque chose. Donc il faut absolument qu'ils prennent un receveur ou un cornerback, c'est possible aussi. Mais je pense que après un trade, Brian Thomas disponible à 25, je pense que c'est le choix pour les Jaguars. Ouais, Niti, ça te va cette sélection de Brian Thomas à Jacksonville? Je crois que c'est Bills Versi qui disait les Bills en PLS sur le chat par Ouais, rapport bah à la prise de part justement, d'un nouveau receveur. j'ai les Bills, hein, on Hmm. va spoiler un peu, j'ai les Bills et, et je voulais monter avec les Jaguars et je me suis dit non bon, je vais pas proposer car les Jaguars ils vont me renvoyer direct chez moi. C'est c'est plus que logique effectivement que les Jaguars prennent un receveur. Alors ils ont Gabriel Davis et Christian Kirk quand même dans l'affectif. Mais l'aubaine, elle est juste énorme. De le prendre en 25e choix, c'est un joueur en pleine progression et qui a une bonne marge de progression également. Euh, sur les vidéos, il n'avait pas l'air si grand, mais là, je vois 1m80, 90 et avec sa vitesse, je pense que là, les Trevor Lawrence, il peut peut-être se régaler. Moi, la seule chose qui me fait un peu tiquer, alors après, peut-être qu'on assume totalement ce jeu offensif du côté de Jacksonville, c'est qu'on a beaucoup de joueurs au profil similaire avec ce type de scénario. Parce que Gabe Davis, Christian Kirk, et là, en l'occurrence, Brian Thomas, on n'a pas que des X-receveurs, comme on dit. On a beaucoup de joueurs amenés à prendre la profondeur, mais qui, en termes de receveurs vraiment purement de possession, c'est pas forcément ce qui serait de mieux. Mais c'est le meilleur receveur disponible sur le papier et c'est pas, c'est un joueur qui peut se développer très rapidement. Vas-y, Jean-Mi. Ouais, juste vite fait. Après, je voulais dire que ben voilà, quand on fait les mocks et tout, on se sert un petit peu ben, de ce qu'on pense qui va arriver, les consensus et tout. Juste pour dire vite fait que si moi je suis le GM des Jaguars et que je suis là à 25, moi je prends pas Brian Thomas, je prends Ladma Conquet. Ah ben, Mais bon, après, a priori, Brian Thomas, mais sinon, moi j'aurais pris McConkey. on est aussi dans la logique du meilleur joueur disponible, ça peut faire sens. Mais oui, en effet, McConkey, personnellement, ça me convaincrait un peu plus. Hmm. Mais de toute façon, on sait que les Jags ont un besoin sur la position de receveur malgré la signature de Gabe Davis pendant la free agency. On revient sur la sélection des Los Angeles Rams également avec le 26e choix. Je te rends donc la parole, Jean-Mi, puisque c'est toi Ouais. qui t'occupes du choix des Rams. Voilà, on l'a dit, hein, tout à l'heure, c'est Nizi qui a Ouais. monopolisé la parole, donc Hmm. désormais, c'est Jean-Mi qu'on va écouter religieusement. Pas d'échange cette fois-ci de nouveau. Les Rams ont un nouveau choix, lequel est-il? Ah ben oui, là j'ai fait des affaires encore, tu vois, avec les Rams, j'ai récupéré des choix des Buccaneers, je descends et j'ai Jarzan Newton qui est disponible. Ben voilà, ça va, on y va, banco. Ok, Jarzan Newton, le defensive tackle, alors c'est pas Aaron Donald, mais pour l'après Aaron Donald, tu construis un duo Jarzan Newton, Kobe Turner. Je pense qu'il y a pire quand même comme duo, qui en plus les deux ont de l'avenir, du potentiel, et voilà, tu reconstruis ton premier rodéo défensif. Et en plus, tu as récupéré des pics. Je pense que Leslie, il est pas mauvais. Niki est assez d'accord sur cette sélection. C'était déjà le choix, il me semble, lors de la précédente mock, hein, Jarzan Newton du côté des Rams. Ouais, bah, il est fait pour être un Ram, j'ai l'impression. Hein. Jarzan Newton, il a le profil et le poste que les Rams vont chercher probablement. Peut-être pas dès le premier tour, mais au moins, c'est un besoin. Mais même, de toute façon, Les Snead, il est toujours bon. Hein. En tout cas, on l'a vu l'an dernier avec la draft qu'il a fait, en global en tout cas. Mais ouais, il faut reconstruire cette ligne défensive. On a, comme tu l'as dit, Kobe Turner, mais aussi Byron Young sur le poste de edge rusher. On a Michael Holt qui peut aussi être performant. Donc, clairement, un très bon choix. Ce serait clairement, ça fera clairement sens, pardon, pour la franchise de Los Angeles. Tout à fait. Juste une dernière précision, alors qu'on aborde les derniers choix du premier tour. Je voulais qu'on nous parlait de Houston, hein, des Texans sur le chat. Je précise que ceux qui n'ont pas de choix lors du premier tour, on se tentera également leur sélection du deuxième tour, comme on l'avait fait notamment lors de la précédente mock. On analysera donc potentiellement les choix qui pourront être réalisés par les Carolina Panthers, les Il Houston pourrait Texans monter. Hein. et les Cleveland Browns. Ils pourraient monter, bien entendu, mais en Hmm. tout cas, à l'heure actuelle, potentiellement au Ouais. moins ces trois équipes-là, on annoncera quoi qu'il arrive un choix pour ces équipes, sachez-le. On passe au 27e choix pardon, des New York Jets, hein, qui ont donc envoyé le 14e choix aux Arizona Cardinals tout à l'heure dans le cadre de la sélection de l'Ayatou Latou du côté de Glendale. Jean-Mi, la sélection des New York Jets, qui as-tu choisi de prendre?
Ah ben les Jets, on pourrait intituler le podcast Les Jets font des bonnes affaires, hein, parce que franchement, on récupère le deuxième tour des Saints, on donne un troisième tour, on récupère deux troisièmes tours des Cardinals, donc on est plein de pics pour vraiment construire et blinder cette équipe autour de Rodgers, et à 27, on prend Amarius Mims. Ah ben tout va bien, non? Parce qu'au poste de tackle, il y a Tyron Smith, il y a Morgan Moses, donc il y a deux joueurs avec beaucoup d'expérience, et c'est ça qu'il faut. Parce que c'est du all-in, les Jets, cette année. Donc, ils veulent deux tackles d'expérience pour protéger Rodgers. Mais en même temps, ce ne sont pas deux tackles d'avenir. Et en même temps, même pour 2024, le risque de blessure est quand même assez élevé. Donc, tu as Amarius Mims qui, un, te donne une assurance si blessure, et deux, qui te donne un potentiel pour l'avenir. Donc, tu as récupéré plein de choix de draft, et en plus, tu as un tackle comme ça. Moi, je pense que ce serait une bonne draft pour les Jets. Alors, je vois qu'en tout cas, Marius Mims a une cote assez catastrophique sur le chat, hein. Manifestement, on n'aime pas ce joueur. Je vois que Trémoche nous dit condoléances à Marie. Ah, condoléances par rapport aux Jets, pardon. Alors là, tu vois, j'ai lu un message anti-Jets malgré moi. On nous parle d'un Becton 2.0, Malakiton qui nous assène ça également. En tout cas, il y a un gros potentiel, on ne peut pas dire le contraire, Nick. Non, il est très jeune hein, comme tackle, hein. Il faut vraiment qu'il se développe. Effectivement, il y a toujours ce risque de blessure qui peut faire penser à Mekhi Becton, le dernier tackle qu'ils ont pris les Jets au premier tour. Mais je pense que c'est un joueur qui vient d'une université, en tout cas, qui a formé de très bons tackles jusque-là, qui est Georgia. Et je pense qu'il va faire voilà, déjà la rotation derrière Tyron Smith et Morgan Moses. Et ensuite, pour devenir, pourquoi pas, un très très bon titulaire. Il faut juste peut-être, voilà, je dirais pas peut-être perdre du poids, mais voilà, améliorer en tout cas la mobilité, même s'il la possède déjà, mais pour devenir peut-être un tackle massif et d'une envergure impressionnante en NFL. Oui, très clairement. C'est différent à mon sens de Becton dans le sens où il a dû attendre un petit peu son tour du côté de Georgia avec, vu la concurrence et malheureusement sa blessure cette saison a pas permis de voir le plein Hmm. potentiel qu'on aurait pu en avoir. Mais c'est un phénomène athlétique vraiment indéniable. Et même si en effet, ce sera peut-être pas un titulaire jour 1, mais après, est-ce que c'est ce dont les Jets ont besoin à l'heure actuelle avec Tyron Smith et Morgan Moses? C'est pas sûr. Par contre, ça peut être potentiellement un titulaire dès la saison prochaine, une fois qu'il sera bien prouvé justement par les joueurs d'expérience autour de lui. Donc, c'est pas un choix inintéressant sur le papier pour les Jets. On passe aux Buffalo Bills. À présent, Nitti, je te rends la parole. Tu as donc vu beaucoup de receveurs te passer sous le nez. Sur quoi t'es-tu rabattu, si j'ose dire? Bah, en fait, finalement, je suis resté avec mon besoin principal, receveur. Voilà, il y a Curtis Samuel qui est arrivé tout de même. Il y a Khalil Shakir qui s'est bien développé, en tout cas la saison dernière. Mais c'est vrai que Josh Allen, à part Dalton Kincaid et à moindre mesure, allez, Curtis Samuel que j'ai cité tout à l'heure, il a quand même pas beaucoup de cibles à sa disposition. Donc je vais lui en donner une. On l'a déjà évoqué lors de notre passé qu'on a fait ensemble pour les Buffalo Bills. Je reste sur ce choix. Lad McConkey, donc un nouveau joueur de Georgia, qui peut vraiment devenir un receveur numéro un, peut-être dès sa saison rookie. Mais voilà, les mains, l'agilité notamment, c'est vraiment ça qui m'impressionne chez lui. Il est aussi les yards après réception qu'il peut gagner avec le ballon. Il a une mentalité vraiment football. Lan McConkey, c'est clairement un joueur à ne pas sous-estimer. Il peut paraître un peu frêle là comme ça hein, quand on le voit même sur la photo qu'on voit sur l'affiche. Mais c'est un joueur déterminé et qui a envie de réussir. Honnêtement, il a la mentalité Bills dans le sang. Très bien, je vois qu'on nous dit très bon choix également, Nasbrock FR et Adri Kidi également qui sont assez d'accord avec ça. Jean-Mi, je ne te demande pas si tu es d'accord avec cette sélection de Lad McConkey en fin de premier tour du côté de Buffalo. Oui, oui, non, nickel, parfait. Très bien. Bah, écoute, on va enchaîner avec le 29e choix, celui des Detroit Lions. En tout cas, dans un premier temps, puisque nous avons de nouveau un échange. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas Ouais. fait chauffer les téléphones du côté des différentes franchises NFL. Et Détroit qui choisit d'envoyer son 29e choix aux Kansas City Chiefs. Les Chiefs qui étaient 32e initialement et qui mettent donc dans la balance, c'est un choix du troisième tour, le 95e pick, pour monter de 3 positions. Niti, c'est toi qui t'occupes des Kansas City Chiefs. Quel joueur recrute-t-on du côté du Missouri?
Oh bah avec les déboires de Rashee Rice dans cette intersaison, je me dis, bon, les Chiefs, je pense qu'ils vont pas réfléchir. Que ce soit en 32 ou en 29, ils vont peut-être pas réfléchir. Le besoin prioritaire, c'est receveur. Puisque aux côtés alors, bah, à l'époque, Rashee Rice, mais bon, je sais pas s'il sera dans l'effectif en 2024, normalement, il y sera. Mais à ses côtés, il y a juste Travis Kelce. Et après, il y a du Sky Moore, il y a du Kadarius Toney, il y a du Marquise Watson. Brown. Hollywood, Pardon? Hollywood. Ah ouais, du Marquise Brown qui vient d'arriver. J'ai oublié, j'ai déjà oublié sa signature. Mais en tout cas, il faut une cible. Il faut une cible grande pour Patrick Mahomes, pour continuer le jeu de possession dans lequel se tournent les Chiefs ces dernières années. C'est Adonai Mitchell, le receveur de Texas. Fait choix assez solide sur le papier, Jean-Mi. On avait un peu peur sur le chat, hein. J'ai vu des gens qui tremblaient un peu sur la possibilité Xavier Worthy. Voilà. Logique de voir, logique de voir Adonai Mitchell sélectionner à cette position pour les Chiefs. Oui, oui, c'est fort possible. Oui, il y a ce besoin avec l'incertitude de Rice. Après, cornerback, ça aurait fait sens aussi. Moi, j'avais pensé cornerback, là, direct, quand il a annoncé le trade, parce qu'il y en a un qui est très bon qui reste. Et Moi, j'ai avec la pensé perte lineman de offensif, Snead, hein, perso. ouais, Ouais. aussi avec un lineman offensif, oui, Mm. c'est vrai, c'était ma première crainte en fait par rapport au choix d'après. Mais Mm. oui, il y avait d'autres possibilités. Madonna Mitchell, pourquoi pas? Voilà, il a fait une très bonne saison, il va plutôt vite, il a des très bonnes mains, il relâche aucun ballon, il a de la colle. Je veux dire, c'est DeAndre Hopkins à ce niveau-là. Je dis pas qu'il aura la même carrière, hein, mais il a vraiment des mains très très sûres. Il va vite et il court des bons tracés, donc c'est très bien pour les Chiefs. Oui, il faut juste un peu de régularité, mais a priori, quand on a Patrick Mahomes à côté, ça peut Ça aider. peut aider. Ça peut ne pas être déconnant. Jean-Mi, je te rends la parole. Tu utilisais le choix suivant. Bah, c'est celui des Baltimore Ravens dont tu t'occupes. Pas d'échange. On a choisi de sélectionner dans le Maryland pour prendre qui? Oui, non, c'est vrai. Ouais. Le moment de la moque, c'est vrai, quand j'ai vu le trade des Chiefs, de suite, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, je perds mon choix pour Baltimore. Et en fait, non, je ne l'ai pas perdu parce que le choix, c'est Tyler Guyton, le tackle offensif d'Oklahoma. Parce qu'ils ont perdu Morgan Moses, ils ont également perdu le guard Kevin Zettler. Enfin, en gros, le côté droit de la ligne offensive, c'est un chantier, mais voilà, un gros chantier. Tyler Guyton, il est encore un petit peu brut parce qu'il a assez nouveau à cette position. Il a que 3 ans. Au lycée, il jouait en défense. Mais par contre, il a déjà montré de belles choses. Il est très grand, c'est une montagne. Et pour le jeu de course, il est très bon. Et on parle de quoi là? On parle de Baltimore. Je veux dire, il y a Derrick Henry, il y a Lamar Jackson. On sait, ça va quand même beaucoup courir. Et Tyler Guyton, vu le besoin qu'ils ont, il peut déjà s'intégrer dans le schéma pour le run, tu vois, pour le run block. Et puis après, il va continuer de se développer. Moi, je pense que les Ravens vont faire comme tous les ans, ils vont pas bouger, être bien patients et voir le bon joueur qui tombe dans leurs bras. Et ils vont dire, ah ben toi, viens, voilà, viens par là. Et voilà, et Tyler Guyton à Baltimore. Niti, est-ce que tu étais surpris par cette sélection de Gaëtan à Baltimore? Bah, je t'avoue que je pensais que les Ravens pouvaient prendre aussi un receveur. Mais Rashad Bateman est toujours là. C'est aussi pour Mais ça, pardon, c'est voilà. aussi pour ça où je vois Ouais, beaucoup de gens qui étaient étonnés par le trade-up des Chiefs sur le chat. C'est ouais, du coup dans cette logique-là que tu as fait voilà. cet Voilà, échange. Je c'est comprends que ça ça que j'avais s'explique. fait, cet échange-là. Après, oui, ils ont perdu Morgan Moses lors de l'intersaison. Et puis, Ronnie Stanley, on sait toujours pas voilà, s'il peut être en bonne santé ou s'il peut être blessé pendant toute la saison aussi. Donc Tyler Guyton reste un bon choix tout de même pour les Ravens. Ils ont adressé ce poste de receveur l'an dernier avec Zay Flowers. Donc je me dis pourquoi pas faire un duo Zay Flowers-Batman, mais les Ravens doivent, on va dire, passer le cap. Ouais, aller au moins au Super Bowl pour Lamar Jackson. Et je pense que le receveur était peut-être le choix plus adéquat vu la QV. Pas sûr, après, peut-être au deuxième, troisième tour, il y aura peut-être des très bons, mais pas sûr que ça va relever le niveau qu'ils ont déjà à ce poste-là. Mais sinon, tackle, c'est un très bon choix hein, pour les bâtiments Ravens, ça, il n'y a pas de doute. Moi, je Après, pense qu'il y aura plus de bons receveurs. Excuse-moi, Greg, juste. ouais, vas-y. Je pense qu'il y aura plus de bons receveurs plus tard, au deuxième tour, par exemple, que Mm, de bons tackles offensifs. Et vu le besoin, mais après, ça se discute, hein. mm, Voilà. mm, Après, voilà, je vais pas faire un vieux poncif annuel, mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours le cas. On n'a pas toujours forcément la même position drafté 2 années de suite au premier tour par certaines franchises. mm. Peut-être que du côté de Baltimore, encore plus cette année, on va se dire que bah, on a jeté son dévolu sur un receveur au premier tour et que bah, là, cette année, se faisant avec une classe assez profonde, on peut peut-être attendre le deuxième ou le troisième et pas forcément mettre tous ses œufs dans le même panier à chaque draft.
On passe au 31e choix, celui des Miami Dolphins, qui était initialement 21e. On passe 31e et qui continue de descendre, puisque nous avons un échange, comme vous venez de l'entendre, avec notamment, bon, on va dire que j'ai un problème avec les Bengals, peut-être que j'aurai un problème avec une autre équipe, puisque ce sont les Arizona Cardinals, qui montent au premier tour, un peu à l'instar de ce qu'avaient fait les Minnesota Vikings il y a quelques saisons, ont mis sur un troisième premier tour de draft pour continuer de booster cette équipe d'Arizona. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a potentiellement un des meilleurs joueurs encore disponibles sur la position de cornerback, une position à besoin. Nate Wiggins, cornerback de Clemson, est sélectionné par les Cardinals pour remonter de 4 positions du côté d'Arizona. On a mis dans la balance, me semble-t-il, alors c'est un 4e tour, je crois, compensatoire, le 138e, j'ai un doute. 138 et 162. 62, ouais. Mm. Ouais, je crois que c'est un 4e et un 5e, hein. Je ne veux pas dire d'ânerie, mais je pense qu'on est un petit peu dans cette logique-là. Plus bien entendu le 35e choix, donc celui du début du deuxième tour. Et donc du côté d'Arizona, on booste un petit peu ce poste de cornerback où encore une fois, il y a beaucoup de paris sur l'avenir, hein, des joueurs comme Keitrell Clark, comme Sterling Thomas le fifth, qui n'ont pas forcément toujours déshonoré au cours de leur saison en rookie, mais on attend peut-être des joueurs d'une toute autre envergure. La signature de Sean Murphy-Bunting va dans le bon sens à mes yeux, et je pense que le fait de le mettre en binôme justement avec Nate Wiggins, qui a un peu plus ce côté playmaker, cette aptitude à provoquer des pertes de ballon justement, euh, au moment où il faudra affronter des attaques, notamment comme les Niners ou les Rams 2 fois par saison, je pense que ça peut être assez complémentaire des choix qui ont déjà été faits, notamment en défense avec la sélection de l'Ayatou Latou. Donc je renforce le pass rush et également la position de cornerback pour rendre cette équipe un peu meilleure sur la défense globalement et pour être au même diapason que l'attaque avec le choix que j'ai fait précédemment avec Marvin Harrison Jr. Je sais pas qui veut réagir entre vous deux sur cette élection de Nate Wiggins. Bah, moi, ça dépend qui tu veux défendre en fait dans la division. C'est vrai que pour défendre les 49ers, je trouve que Kool-Aid McKinstry, ça serait quand même plus intéressant. Mais par contre, quand tu veux défendre Seattle avec les flèches, les Lockett, les Metcalf, c'est vrai que Wiggins, il a une telle vitesse que déjà, il t'apporte ça. Mhm. Donc, du coup, de toute façon, il faut qu'ils ajoutent un cornerback, ça c'est Et sûr et contre, certain. et contre Cup et Nakua, c'est pas déconnant non plus hein, d'avoir un Wiggins. Mhm. Oui, Oui, Prenak oui, Walk, bien Cooper sûr. Donc, Cup, ouais, forcément. Mm. Mm. Donc voilà, mais ça se joue entre les deux. J'ai hésité en effet entre les mhm. deux. C'est vrai que Nate Wiggins, ça peut-être rassure peut-être aussi un petit peu plus, ne serait-ce que d'un point de vue santé. Hein, par exemple, parce qu'il ne faut pas non plus occulter ça. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Kool-Aid McKinstry, mais je garde aussi dans l'idée que dans les boards et d'un point de vue projection, c'est sans doute Wiggins qui a peut-être cette marge de progression supérieure à celle que peut avoir Kool-Aid McKinstry aujourd'hui. On termine ce premier tour, messieurs, avec le 32e choix des Detroit Lions, justement, qui sont donc sur l'horloge. Et bah, on en parlait il y a quelques secondes, les Lions vont faire leur choix et ils choisissent de sélectionner Kool-Aid McKinstry, cornerback d'Alabama, un des meilleurs joueurs disponibles sur le plateau. On l'a dit, ils ont signé Carlton Davis, mais c'est vrai que les problèmes judiciaires de Cam Sutton ont un petit peu redistribué les cartes malgré tout. Ils ont un très bon nickelback avec Amik Robertson. Ils peuvent avoir en tout cas un solide deuxième cornerback avec Kool-Aid McKinstry. Moi, personnellement, je fais partie de ceux qui sont assez convaincus. Un très bon QI football, un joueur capable de vraiment pourrir les tracés des receveurs adverses. Et là encore, quand il va falloir affronter des Justin Jefferson, les nouveaux receveurs des Bears, enfin nouveaux en tout cas pour Keenan Allen, quand il va falloir défendre les jeunes loups sur le poste de receveur de Green Bay, ce sera bien d'avoir un joueur également avec cette intelligence de jeu qui fera pas tâche également aux côtés de Carlton Davis. Donc ça me paraît intéressant sur l'un des rares postes plus ou moins un besoin, parce que Détroit, ça reste quand même relativement complet. Voir Détroit sélectionner McKinstry me paraîtrait pas illogique, loin de là. Niti, vu que tu as la casquette de Détroit, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah bah maintenant le besoin est tout trouvé. Bah, du côté des Lions, c'est bien le poste de cornerback. Carlton Davis, c'est pas suffisant. Jeff Okuda, il est parti la saison dernière. Il y a également Cameron Sutton qui a été coupé. Bah je pense que Kool-Aid McKinstry ferait sens parce que bah déjà les Lions sont descendus et puis il était encore disponible. C'est juste voilà la production qui manque hein, malgré les nombreuses passes défendues qu'il a fait au cours de sa carrière. C'est juste ça qui manque, mais sinon, il
Il a la mentalité, il a déjà un bon physique pour la NFL. Ça va, je pense, devenir un très bon cornerback extérieur, même si j'ai encore quelques doutes. J'en ai parlé un peu hier sur son profil, mais je pense qu'il a les capacités pour réussir en NFL. Très bien. Donc un dernier appel en tout cas sur les choix de ce premier tour. On a donc les Niners en 21e qui sélectionnent Byron Murphy, Michael Penix Jr. Sélectionné par les Denver Broncos, Jesse Latham d'Alabama sélectionné par Cincinnati. On a également Jackson Powers Johnson à Dallas, Brian Thomas Jr. aux Jaguars, Jerson Newton aux Rams, Amarius Slim sélectionné par les Jets, Ladd McConkey aux Bills, Adonai Mitchell chez les Chiefs, Tyler Guyton chez les Ravens, Nate Wiggins aux Cardinals et Kool-Aid McKinstry aux Lions. On termine, messieurs, avec notamment les dernières équipes qui n'avaient pas de deuxième tour. Ce devait donc être les Carolina Panthers avec le 33e choix. Je dis donc que ça devait être puisque nous avons même un échange au deuxième tour. Les Carolina Panthers qui étaient donc représentés par Jean-Mi. Et Jean-Mi, il y a donc un échange que tu réalises avec les Las Vegas Raiders qui montent donc, eux qui étaient initialement 44e, et ils envoient un troisième tour dans l'escarcelle des Panthers pour monter. Pour sélectionner quelle position à tout hasard? Je sais pas. Forcément, un quarterback, ouais. Donc, Bonix d'Oregon, si tu peux le récupérer en tout début de deuxième tour, en payant quoi? En payant un troisième tour? Mais tu risques quoi, un troisième tour? Tu risques absolument rien. Bonix, il a quand même montré des qualités, notamment en précision. Tu le rajoutes à ta QB room avec Minshew, avec O'Connell. Et si ça marche, et ça peut marcher, eh ben, tant mieux. Et si ça marche pas, t'as perdu quoi? Un troisième tour? Oh là là. Tout à l'heure, on a fait un trade au premier tour. Tu as récupéré des choix de 2025. Donc, tu n'as vraiment absolument rien à perdre, rien à perdre. Et pour Carolina, vous inquiétez pas, on va en parler. De toute façon, ils récupèrent là donc un choix du troisième tour. Ils ont encore un deuxième tour. Donc, ils ont besoin également de munitions. Donc, pour moi, ça serait vraiment du win-win. Et pourquoi ils monteraient, ils n'attendraient pas patiemment à 44? Il y a les Giants qui pourraient quand même intervenir également. Donc, les Raiders, ils sacrifient un troisième tour, ils court-circuitent et ils prennent Bonix. Je sais pas. Mitty, ça te paraît logique de sélectionner Raiders? Oui, il faut un quarterback. Il faut un quarterback. Ils ont peut-être signé Gardner Minshew à l'intersaison. Ils ont vu les quarterbacks passer sous le nez au premier tour. C'est le dernier moment pour récupérer un quarterback pour le camp d'entraînement, pour avoir une compétition. Parce que, voilà, Bonix, Gardner Minshew et Aidan O'Connell, bon, ça fait pas de mal, tu vois, pour commencer la saison. Et en plus, le futur quarterback des Raiders, il aura quand même de très belles cibles, hein, avec Davante Adams, Jacoby Meyers, Michael Mayer. C'est très intéressant, tu vois, d'être quarterback du côté des Raiders. Bonix n'est pas un mauvais choix, au contraire, c'est même un très très bon choix parce qu'il a fait de la production à Oregon, il a joué peut-être dans un système qui a l'air façonné pour lui. Mais je suis sûr que les Raiders va trouver un moyen de le faire progresser, même malgré son âge avancé. Donc honnêtement, c'est un très bon choix et monter au deuxième tour pour lui n'est pas déconnant, bien au contraire. Très bien. Je vois pas de gens très sceptiques. Alors, il y a Nasbrock FR qui était peut-être un petit peu sceptique sur cette sélection aux Raiders, mais encore une fois, c'est un besoin et globalement, c'était assez partagé par pas mal de membres du chat de ce que j'en voyais. On termine donc avec les quatre équipes qui n'avaient pas de choix au premier tour, avec pour commencer les Miami Dolphins, 35e choix du coup récupéré en provenance des Arizona Cardinals. Pour sélectionner Christian Haynes, garde de Connecticut, à mon sens, c'est peut-être un besoin un peu plus prégnant encore que celle de centre, hein. On a fait venir notamment Aaron Brewer en provenance de Tennessee, qui était clairement pas le meilleur centre de la ligue, mais qui en tout cas qui a été un titulaire du côté des Titans, donc peut-être qu'on aura à cœur de faire fonctionner la concurrence avec Liam Eikenberg. Par contre, sur la position de garde, il faut peut-être booster un petit peu cette position-là avec un joueur qui excelle là encore sur le jeu au sol. Et on a vu à quel point le jeu au sol du côté de Miami avait été développé depuis l'arrivée de Mike McDaniel aux commandes. Donc Christian Haynes, ça peut très clairement être un choix d'envergure pour les années à venir au sein de la O-line des Dolphins. On passe aux Carolina Panthers. Jean-Mi, le 39e, récupéré en provenance des New York Giants avec cet échange qui a envoyé Brian Burns du côté de la franchise new-yorkaise pour sélectionner qui? Ben, quand on pense Carolina, on pense Bryce Young, on pensait des Bryce Young.
Mais je vous rappelle qu'ils viennent de récupérer le choix 44. Hein, je veux dire, le choix 44 des Raiders, si en 44, il y aura encore des receveurs genre Xavier Leggett, genre Keon Coleman, on a encore du Ricky Persol, du Roman Wilson, du Troy Franklin. Il y a vraiment de quoi faire. Aider un quarterback, c'est également améliorer la défense. Et donc, on y va avec le meilleur linebacker de la QV, il s'appelle Edgerrin Cooper de Texas A&M. Parce qu'à l'intersaison, ils ont perdu Frankie Louvu. Alors, je sais bien qu'on dit Frankie Louvu, certains disent qui, quoi, mais regardez un peu les stats ou alors les vidéos de Frankie Louvu. C'est pas pour rien qu'il a été convoité. Il laisse vraiment un gros trou au milieu de cette défense et qui sera pas remplacé par José Jewell, qui est juste là pour la rotation, excusez-moi. Et Jiren Cooper, il est très rapide. Voilà, c'est vraiment le linebacker moderne. Il est très bon en spy des autres quarterbacks. Il est très bon pour chasser les coureurs. Il peut attaquer en blitz. Il faut un nouveau leader défensif à Carolina derrière Derek Brown. Et donc, tu prends ce leader défensif avec le 44, tu prends un très bon receveur et tu commences très bien ta draft à Carolina. Tout à fait. Le Kingsman sur le chat qui nous dit Cooper sur le premier tour, à mon avis, on a dit que c'était pas forcément inenvisageable. Et comme l'a dit Jean-Mi, on peut très bien faire 3 mock drafts en 3 jours et on aura potentiellement Cooper au premier tour sur l'une d'entre elles. On est totalement d'accord là-dessus. Le 42e choix des Houston Texans. Niti, tu t'en charges pour sélectionner qui? Peut-être un futur capitaine de défense pour les Texans. Alors, ils ont investi beaucoup lors de la free agency en défense. Azir Al-Shaair, Jacob Phillips aussi qui est arrivé, notamment sur le poste de linebacker. Alors oui, ils ont drafté récemment Christian Harris et Henry Toto du côté des Texans. Mais de mes Ryans, il peut se dire, ah bah là j'ai besoin de mon futur capitaine de défense, mais c'est Christian Harris peut faire ce rôle-là également. Donc je sélectionne Peyton Wilson, linebacker de North Carolina State, qui peut aussi jouer pass rusher, donc un linebacker polyvalent qui peut convenir à Demeco Ryans et au système défensif que veut mettre en place l'ancien coordinateur défensif des 49ers. Vous l'avez compris, on a des linebackers relativement hauts dans la première partie du deuxième tour, mais ça aussi, on s'en était pas caché. On termine avec le dernier choix, celui des Cleveland Browns, le 54e. Je m'en occupe. Alors, j'ai marché un peu sur des œufs parce que forcément, dans ce type d'exercice-là, on n'a pas tous les choix en avance, enfin, en amont entre le 33e et le 53e. Il faut aussi que ce soit quelque chose d'assez réaliste. Je suis parti sur Brandon Fiske, defensive tackle de Florida State, tout simplement parce qu'il y a aussi cette possibilité d'avoir un lineman défensif capable de générer du pass rush. On est un petit peu sur le même type de gabarit, par exemple, qu'un Jordan Elliott il y a quelques années, sauf que bah, là, on est sur un profil beaucoup plus adepte justement de la pénétration et qui peut, oui c'est ça, le fameux T-Rex, le fameux T-Rex, mais qui aura l'avantage d'avoir pas mal de force dissuasive à ses côtés sur la ligne défensive. Donc s'il permet également de rajouter cette pression supplémentaire, ça peut faire de la ligne défensive de Jim Schwartz, ça peut la conserver, on dira, dans les top défenses de la ligue, comme c'était le cas en 2023. Donc Braden Fiske, pour apporter une solide rotation sur le poste de defensive tackle, ça me paraît quelque chose d'assez intéressant. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette ultime mock draft avant le grand événement de demain. Merci en tout cas, messieurs, d'avoir été en ma compagnie. Merci beaucoup, Camille, d'avoir géré la technique. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux. J'ai un peu taquiné parce que c'est vrai que prennent quand même beaucoup au sérieux la mock draft, mais en tout cas, vous avez vraiment été top globalement tout au long de cette soirée. Donc, on vous remercie. On vous espère nombreux demain à partir de 1h30 du matin, donc dans la nuit de jeudi à vendredi pour le premier tour. On vous rappelle qu'il y aura également le deuxième et le troisième tour qui seront analysés en direct sur Twitch en compagnie de Jean-Mi et de moi-même. Donc, je Mais sais plus l'horaire Victor. exact, ce sera un petit peu plus tôt. Hmm. C'est quoi, minuit et demi, 1 heure dans ces eaux-là? Alors, confirmé, je Ouais, confirmerai à demain. 1 heure. Hmm. Voilà, donc on continue sur cette lignée-là. Et j'allais préciser également, Alain en a parlé hier, au niveau des contreparties Tipeee, on vous rappelle que vous avez également la possibilité, vu que c'est la période draft, de récupérer notamment des affiches mettant à l'effigie notamment mettant en avant la draft, hein, notamment les affiches On the Clock, I want my pick back, all of them. Enfin voilà, toutes ces affiches-là consacrées à la draft. Vous avez le lien d'ailleurs que Camille a habilement mis sur le chat pour pouvoir éventuellement récupérer vos affiches. Je crois que c'est 10 € l'affiche simple et 25 les trois, si je me rappelle bien de ce qu'a dit Alain.
Donc voilà, n'hésitez pas, on est très content déjà de vous avoir avec nous quotidiennement pour nous accompagner et nous soutenir dans la couverture de la NFL chaque année. Mais voilà, n'hésitez pas si vous voulez également un beau cadeau chez vous à faire ce petit don Tipeee en cette période de draft. Merci encore messieurs, passez en tout cas une très bonne fin de soirée. Je rappelle que vous aurez la possibilité de retrouver cette émission en replay hein, pour ceux potentiellement qui auraient raté le début par exemple. Donc ce sera disponible en vidéo et en audio. Très bonne fin de soirée à tous donc et à demain pour le lancement des grandes hostilités pour cette draft NFL 2024. À très vite.